Donc, du coup, moi, Damien Maudet, député de la première circonscription de la Haute-Vienne. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Ouais, j'allais dire par applaudissement, mais j'avais peur qu'on n'ait qu'une partie de la salle. Donc voilà, bon, bah, écoutez, pour cet été, vous savez déjà où aller, point de Bassivière, etc. Pour les petites adresses. Faut pas y aller en hiver. Bah, en hiver, c'est le problème, c'est que pour repartir après avec les virages et tout, c'est un peu compliqué. Donc, député de la première circonscription de la Haute-Vienne, je siège dans le groupe de la France Insoumise Nouveau Front Populaire. Je suis membre de la commission des finances, mais chef de file, enfin co-chef de file sur le projet de loi de financement de la Sécu pour la France Insoumise. Philippe Juvin, je suis député des Hauts-de-Seine. C'est une circonscription très urbaine, très métropolitaine. Il n'y a que 3 communes dans ma circonscription, alors qu'il y en a combien dans la tienne? 45. Voilà. C'est la Défense, Courbevoie, la Garenne-Colombes, Bois-Colombes. J'ai été maire de la Garenne-Colombes pendant quelques années. Et je suis par ailleurs médecin, où j'exerce toujours. Je suis médecin dans un hôpital public, dans le 15e arrondissement de Paris, l'hôpital Pompidou, et je suis le responsable des urgences. Je suis à la commission des finances. J'ai été à la commission des affaires sociales avant et je vais être chef de file des Républicains, mon groupe, sur le projet de loi sur la fin de vie, qui dépasse le sujet évidemment de l'hôpital ce soir. Évidemment, j'ai plaidé lors de la primaire de la droite pour ce que j'avais qualifié la droite des services publics, parce que je considère que la droite a eu un discours inadapté sur les services publics pendant des années, et je pense qu'il y a un discours à tenir qui est un discours de droite sur les services publics. Et en particulier sur l'hôpital, qui, nous ont le même diagnostic, souffre de plusieurs maux MAUX. Donc, on va peut-être parler du diagnostic, peut-être de nos solutions. Alors, moi, pour introduire un peu d'avant, j'aurais voulu savoir, à votre sens aujourd'hui, vous qui connaissez bien l'hôpital public, ce qui vaut aujourd'hui, maintenant tout de suite, quelle est la qualité des soins, quelle est la qualité du traitement, selon vous? Tu veux commencer? D'abord, juste qu'on soit d'accord, hein, l'hôpital public, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la santé. Parce qu'on dit toujours l'hôpital, mais la santé, c'est le système de santé, la ville, l'hôpital, public-privé, privé à but lucratif, non à but lucratif, donc tout ça c'est un système, le médico-social, les EHPAD, etc. Et la santé, c'est aussi autre chose, c'est l'environnement, c'est 33% des cancers sont considérés comme étant en relation avec une question environnementale. Quand 90% des jeunes de 15 ans n'ont pas d'activité physique tous les jours, ça pose un problème de santé publique. Or, ce n'est pas un problème de médecine. Et pourquoi la mortalité a baissé au XXe siècle? C'est peut-être un peu grâce à la médecine, les antibiotiques, mais c'est aussi parce qu'on a fait bouillir l'eau, parce qu'on a fait attention à la pollution dans les villes, etc. etc. Donc, la santé, le système de santé, ce n'est pas l'hôpital, et la santé, ce n'est pas que le système de santé. Voilà. Cela étant dit, est-ce que ça va? L'hôpital public, d'abord, il faut que vous sachiez qu'il a 3 missions. Il a une première mission, c'est de soigner les gens. Il a une deuxième mission, c'est la pédagogie, d'apprendre la médecine. C'est là où on forme les médecins, les infirmières, les aides-soignants. Ça ne se fait pas dans le privé. Et il a une troisième mission, c'est la mission de recherche. Et la recherche médicale, elle se fait essentiellement dans l'hôpital public. Quand on est professeur de médecine, on a ces 3 missions. Est-ce qu'on soigne bien l'hôpital public? Ça dépend. Ça dépend. Et moi, qui suis médecin, j'ai un avantage sur vous, c'est que je sais où me faire opérer, à vous, mais je sais surtout quelque chose que vous ne savez pas, c'est que je sais où ne pas me faire opérer. Et vous ne savez pas. Et donc, il y a des endroits où on se fait bien soigner, mais des endroits où on ne se fait pas bien soigner. C'est un mythe de penser que l'hôpital, c'est uniforme et la qualité est partout répartie. Et ça va me permettre de rebondir. Moi, je pense qu'il y a une chose qu'on pourrait faire qui coûterait absolument rien aujourd'hui et qui augmenterait le niveau de l'hôpital public, c'est de publier quelques indicateurs. Je vais vous raconter un indicateur pour que vous compreniez bien. Les femmes, surtout quand elles sont âgées, vous avez un peu de marge, ouais, ça va. Quand elles tombent, elles se cassent souvent le col du fémur, la hanche. Et quand on se casse la hanche, on ne peut plus marcher. Nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, comme on ne les opérait pas, elles mouraient. Parce que quand vous êtes allongé et que vous êtes vieux, vous mourrez. Pour des tas de raisons que je pourrais vous expliquer. On sait que si on vous opère après 48 heures après la chute, vous mourrez plus et vous avez plus de complications. C'est une donnée mondiale. Donc, quand vous tombez, quand vous passez au bloc, il faut qu'il y ait moins de 48 heures. Je connais des hôpitaux où on vous opère au bout de 7-8 jours. Et parfois, y compris dans Paris. Donc, ça signifie que vous... Et moi, je sais où on se fait opérer en moins de 48 heures. Demandez demain à toutes les cliniques privées, tous les hôpitaux publics, de publier le délai entre la chute et le passage au bloc opératoire des fractures du col. Pas de sanction, rien du tout. Vous publiez la donnée. Quelle va être la conséquence? C'est que d'abord, démocratiquement, ça sera plus logique. On aura tous la même info.
Et deuxièmement, celui qui opère en 10 jours va se dire, zut, maintenant c'est publié, je vais essayer de m'améliorer et la qualité des soins va s'améliorer. Donc moi je crois qu'une des manières de changer les choses, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup d'argent à distribuer aujourd'hui, c'est de publier les résultats collectifs sans sanction et la transparence des résultats au service de la qualité. Et je peux le décliner pour les écoles, je peux le décliner pour la justice, etc. Voilà. Après, je rebondis là-dessus et après, je fais un petit laïus d'intro aussi. Pour moi, l'inquiétude aussi, c'est que chez moi, tu vois, la question, ce serait où est-ce qu'on peut se faire opérer? Je veux dire, tu pourras mettre les notes que tu veux sur n'importe quel service, dans la mesure où tu n'arrives pas à te faire opérer parce que tu n'as pas de praticien qui est disponible, qui n'a pas de place dans le planning, ou des fois tu n'as pas de praticien du tout sur le territoire. Je trouve que c'est un peu compliqué. Après, moi, juste sur la question de l'hôpital public et de la qualité de l'hôpital public, je trouve que c'est dur à en juger, notamment parce que déjà, n'étant pas médecin, je ne vais pas me mettre à juger le travail des médecins. Mais c'est vrai que ce que je dois admettre, c'est que moi, dans ma génération, donc j'ai un peu moins de 30 ans, je fais partie d'une génération, je pense être la dernière génération qui aura connu ce service public robuste. C'est-à-dire que c'était l'hôpital, voulait dire, c'était le service public où des gens qui étaient, je sais pas si ça s'appelait le RSA à l'époque, c'était le RMI, pouvaient être pris en soin par des gens, par des chirurgiens qui gagnaient extrêmement bien leur vie, et tout ça grâce à un système de cotisation. Tout ça fonctionnait plutôt bien. Et j'ai le sentiment que sur ma génération, sur les 30 années en gros qui se sont écoulées, nous avons eu une dégradation du système de soins en général et qu'on est passé, que ce soit pour les patients, avec des patients qui aujourd'hui attendent des heures sur des brancards, des fois des jours sur des brancards parce qu'il n'y a pas de lit d'hospitalisation où les emmener quand ils vont aux urgences, qui vont aux urgences parce que des fois ils n'ont pas de médecin traitant à aller voir directement. Mais et des fois, on y reviendra peut-être, mais il peut y avoir des décès, ce qu'on appelle décès inattendus sur ces brancards, ce qui est un sujet assez complexe, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Moi, quand j'ai commencé mon mandat, tous les soignants me disaient, vous allez voir, un jour ça va arriver, ou alors ça arrive, mais on n'en parle pas trop. Et aujourd'hui, c'est devenu un sujet d'ordre plutôt public. D'ailleurs, j'ai vu que même toi, en 2010, tu commençais à traiter le sujet. Et ensuite, même pour les soignants, et ça, je pense que pour moi, c'était aussi un élément assez important, c'est que quand j'étais gamin, les gens qui étaient soignants dans l'entourage, c'était des gens qui avaient un métier qui avait du sens. C'était être fonctionnaire. Ça voulait dire avoir une maison, se projeter, avoir une famille. Or, aujourd'hui, et en tant que député, moi, quand j'ai des soignants qui viennent me voir souvent à la permanence, et c'est assez régulier, hein, on est sur, je sais pas, une fois, tous les 2, 3 mois, c'est pour me dire qu'ils n'arrivent pas à démissionner de l'hôpital public. Parce qu'étant fonctionnaire, ils ne peuvent pas démissionner, ou alors on leur donne pas leur disponibilité. Et donc, ça, pour moi, c'est assez choquant. Et puis, c'est aussi, du coup, j'ai fait un bouquin qui est une sorte d'enquête où on voit aussi des soignants. Et j'ai une soignante, Clarisse, qui me dit, aujourd'hui, moi, je dois choisir entre faire des enfants, avoir une vie privée, ou faire mon métier de soignante. Pourquoi? Parce que même le soir, quand je suis soignante, bah, du coup, elle est infirmière aux urgences, à Ivry, je crois. Et du coup, elle dit, bah, en fait, aujourd'hui, moi, quand je rentre au travail, des fois, je sais pas quand est-ce que je sors. C'est-à-dire qu'en fait, l'infirmière qui devait venir avant, vu qu'on est en tension, finalement, elle n'est pas venue parce qu'elle est en arrêt ou X raison. Et bien moi, du coup, en fait, je suis la galère de mes potes. C'est-à-dire que je ne peux pas sortir, j'ai un rendez-vous, je passe mon temps à annuler pour dire qu'en fait, je ne peux pas, je vais pas pouvoir y aller. Ce que je veux dire, c'est que on est arrivé d'un système qui était une fierté nationale pour les patients, le meilleur système de santé du monde. Je ne sais pas quel était le baromètre qui le fixait, mais en tout cas, on se targuait de le dire. À aujourd'hui, y compris pour les patients, c'est difficile, et à aujourd'hui, même pour les soignants, je trouve qu'il y a une perte de repère où on a l'impression que l'hôpital n'est plus ce service qui assurait une certaine prospérité pour les soignants, les travailleurs qui étaient à l'intérieur. Donc, dire aujourd'hui quel est l'état de l'hôpital public, de toute façon, j'en ai pas le choix. Donc, c'est de se faire soigner à l'hôpital public. Alors, il existe du privé, si votre mutuelle le prend en charge. Mais globalement, pour moi, la question, c'est que je trouve que c'est difficile d'évaluer la qualité. Je ne sais pas s'il y aurait des indicateurs qui permettent de l'évaluer. Mais ce qui est sûr, et d'ailleurs, ce que je retrouve par ailleurs dans ton livre, Philippe, et qui m'a un peu étonné, c'est que tu dis le moment où on pensait qu'on était le meilleur système. Si on pense aujourd'hui qu'on est le meilleur système de santé du monde, en fait, ça n'existe plus. Ce n'est plus le moment. Et je trouve qu'en tout cas, je vais pas faire beaucoup plus long, mais je trouve qu'en tout cas, déjà, être lucide sur la situation permet peut-être d'avancer. Et je pense que depuis au moins 2017, honnêtement, depuis le quinquennat Macron, et après je m'arrête, depuis le quinquennat Macron, je trouve qu'au moins on est arrivé à un moment où on a une situation, des politiques ne sont plus du tout lucides sur la situation du système de santé. Et il y a même un refus de dire aujourd'hui dans quel état est le système de santé, et on a encore des ministres qui, on reviendra après, qui vont dire que c'est un problème exclusivement d'organisation, non, l'hôpital va bien, nous avons mis les moyens, ça va aller. Et en fait, finalement, les gens le voient d'eux-mêmes que ça ne s'arrange pas. Et alors, parce que moi, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans vos deux livres. C'est la tendance du gouvernement à expliquer qu'en fait, on ne fait pas de tri entre les personnes qui vont être soignées et qui ne vont pas être soignées. Comme vous racontez dans votre livre, le tri entre les enfants qui sont soignés et qui ne sont pas soignés
Ça a été l'objet d'une tribune en 2022, je crois, de la commune des 10 000 soignants. Au sein du gouvernement, on ne parle pas de tri, on parle d'organisation des soins. Je rebondis un peu là-dessus, après je te laisse aller par la suite. Je trouve que si on parle tout de suite des méthodes de communication du gouvernement, il y a beaucoup à dire. Je trouve qu'en tout cas, on a un problème aujourd'hui dans le pays, c'est de pas pouvoir se dire la vérité. Et c'est très compliqué par ailleurs quand on est parlementaire, a fortiori quand on n'est pas médecin. Je pense que quand on est médecin, c'est un peu plus simple. C'est très compliqué même des fois de parler de la situation de l'hôpital public. Par exemple, chez moi, ils vont fermer des lits en chirurgie orthopédique. Il y a 70 patients à Limoges dans les urgences, dans les couloirs des urgences, alors qu'il n'y a que 16 places. Donc ça veut dire qu'en fait, voilà, on a des gens qui sont à touche-touche dans les couloirs. Je reçois des témoignages quasiment toutes les semaines. Et pourtant, quand vous parlez de cette situation-là, vous vous retrouvez avec les ministres ou les directions qui vous disent il faut pas en parler parce que si vous en parlez, les gens ne voudront plus ensuite travailler à l'hôpital. Bon, entre 2020 et 2022, le nombre d'infirmières, le poste vacant d'infirmières, il est passé de 7 500 à 60 000. C'est pas parce que les gens ils ont parlé de l'hôpital, c'est que les infirmières ont vu elles-mêmes que l'espoir qu'avait suscité le Covid, parce qu'en fait, je crois que souvent le Covid, et peut-être qu'on le voit de l'extérieur, tu me diras ce que tu en penses aussi, mais le Covid, moi en tout cas des témoignages que j'ai, a certes été un moment très éprouvant. Des gens qui ont vu tous les jours des sacs blancs et quand ils rentraient chez eux, leurs voisins leur disaient qu'ils voulaient pas de soignants à côté de chez eux parce qu'ils voulaient pas qu'ils ramènent la maladie, mais des gens qui étaient dévoués pour les autres et qui ont espéré beaucoup aussi de l'après-Covid. Et ce qui s'est passé, c'est que l'après-Covid n'a pas été à la hauteur. Et quand le Ségur de la santé tombe, on pourrait dire que c'est une hausse qui a été sans doute la plus grosse hausse de salaire d'un coup pour les soignants, mais qui avait vu le point d'indice qui avait été gelé depuis des dizaines d'années. La plus grosse hausse, c'est quand même décevant. Et quand il y a 70% des infirmières qui disent que le Covid n'a pas été satisfaisant, ben voilà notamment la raison pour laquelle elles partent. Et alors que le Covid avait été, je dirais, un espoir aussi, parce que notamment beaucoup de soignants me disaient que c'est le seul moment où ils ont eu l'impression qu'ils étaient dirigés par des soignants. Que le seul but dans leur vie, c'était d'aller soigner. Et qu'il n'y avait pas une espèce d'administration qui les empêchait de faire leur boulot, où il y en avait un qui me racontait, ça faisait des années qu'il demandait à avoir un hublot dans une porte pour pouvoir en fait ne pas la mettre dans la tronche de la personne qui passe derrière quand il passe. Bon, mais au bout de 3 jours de Covid, quelqu'un est venu et il a taillé la porte. Et il y avait un trou et il pouvait passer. Et ça faisait, je crois, 3 mois ou 3 ans, je me souviens plus, que la demande était faite. C'est-à-dire qu'il y avait un moment où les soignants se disaient, mais en fait, pour qui est-ce qu'on travaille? On se retrouve avec des administrations qu'on a le sentiment qu'on n'était pas en phase avec et l'administration et le travail de soins. Et je reviens et donc du coup sur le macronisme parce que c'est pour le coup le principal responsable sur la situation, c'est quand Emmanuel Macron dit à Mulhouse dans un hôpital de guerre, il dit en pleine pandémie, il faut à l'issue de cette crise, il y aura un plan de revalorisation. Déjà pour moi, je comprends que quand il dit à l'issue de la crise, pourquoi attendre l'issue de la crise? Pourquoi pas le faire maintenant? Pourquoi ne pas le faire au moment où les soignants ont le meilleur rapport de force pour exiger des améliorations de leurs conditions de vie? Non, ils préfèrent le faire après, quand les soignants quand le pays ira mieux, qu'il aura moins besoin de ces soignants. Mais surtout, moi, je pense que ça dégrade déjà profondément la vie politique et puis ça dégrade la confiance qu'ont les soignants aujourd'hui dans les gouvernements. C'est-à-dire que quand tu leur dis que ça va aller mieux, etc., et qu'on a Macron 2018 qui dit que c'est un problème d'organisation, ensuite il dit que ça va aller mieux pendant le Covid, et ensuite il revient dans les hôpitaux pour redire à nouveau que c'est un problème d'organisation, qu'il a mis les moyens, mais que c'est les soignants qui ne font que s'organiser mal, bah pour moi, je pense que ça détruit la confiance. Et juste d'un mot, parce qu'il y a eu la commission d'enquête l'année dernière sur l'hôpital, qui avait été menée par un député du groupe Lyot. Bah quand vous avez des ministres de la Santé qui viennent, notamment Agnès Buzyn, par exemple, qui est venue, qui nous explique que le problème aujourd'hui dans l'hôpital, c'est qu'en fait, les jeunes, pendant le Covid, ils ont découvert le télétravail. Et du coup, maintenant, ils veulent plus être soignants parce qu'ils veulent faire du télétravail. Je trouve que quand vous dites ça, déjà, c'est insultant pour les soignants parce que vous êtes en train de leur dire qu'en gros, c'est un peu des gens qui veulent juste rester dans leur jardin avec leur ordinateur. Mais surtout, c'est tellement faux par rapport à la réalité de ce qu'on voit. C'est-à-dire que moi, les soignants que j'ai croisés, quand ils ont changé de boulot, la plupart de ce qu'ils m'ont dit, c'était restaurateur, qui est un métier en tension. Donc je me dis, s'ils ont déjà réussi à pousser les soignants à aller faire pas restaurateur, mais serveur en restauration, s'ils ont réussi à pousser les soignants à aller faire de la restauration, qui est déjà un métier en tension, je me dis c'est quand même impressionnant. Et je trouve que quand tu as un discours politique qui est comme ça, c'est non seulement insultant, mais en plus ne pas réussir à décrire la réalité fait que on n'arrive même plus à être d'accord du coup sur le constat et tu peux pas trouver de solution, tu peux même pas creuser les solutions derrière. Pardon, j'étais un peu long, mais je vais faire plus court. Vous me faites un signe aussi. Alors c'est sûr que le Covid a agi comme un révélateur de plusieurs choses. D'abord d'un sous-équipement, on se souvient de l'affaire des masques, des blouses, etc. En réalité, on en manquait de tout. Mais aussi un révélateur d'une certaine mode d'organisation, ce que tu as dit très bien sur le hublot. Moi, je l'ai vécu d'une manière très directe. Vous savez quel est le délai aujourd'hui, là, nous sommes hors Covid, si dans un hôpital, on décide d'ouvrir un service de réanimation. Voilà, on considère qu'il y a un besoin de la population, on va ouvrir un service de réanimation alors qu'il n'y en a pas.
À votre avis, c'est quoi le délai entre les études, l'ARS, le machin? Donnez-moi un chiffre. Combien? Ouais, c'est ça. 5-8 ans. 5-8 ans. Est-ce que vous savez en combien de jours en combien de temps on a ouvert un service de réanimation durant le Covid? En 3 jours. 8 ans, 3 jours. Je ne dis pas qu'il faut maintenant des procédures pour créer des hôpitaux en 3 jours comme en Chine. Mais en fait, on est passé d'un système tellement hyper administré, hyper contrôlé, hyper français, dans sa hyper structure millefeuille administratif, que nous sommes un peu morts de ça. Et c'est pour ça que je pense que l'hôpital, il y a 2 ou 3 sujets principaux qui pourraient mieux marcher. Je vous ai parlé de la publication de quelques résultats. Je pense qu'il y a la question du sens qu'on donne à la vie des soignants. Pourquoi on fait ce métier? Ce sont des métiers qui sont très à part, vous savez. Quand vous passez 8 heures au bloc opératoire avec un malade qui perd du sang, qui manque de mourir 3 fois, son cœur s'arrête, il repart, vous êtes en sueur, plein d'urine, de sang, de pisse, de merde, à la fin des 8 heures, vous n'êtes pas totalement, je veux dire, c'est pas un métier comme un autre. Vous sortez, vous êtes un peu fatigué, usé, vous êtes passé par des émotions, etc. Et donc, ce sont des métiers qui sont très particuliers. Et souvent, on dit, ah oui, mais il faut mieux payer les soignants. Moi, si vous me payez mieux, je suis content. Mais en fait, je pense que le vrai sujet, il est sur le sens qu'on donne à la vie des gens. Et quand on vous parle d'intelligence artificielle qui va tout bouleverser, mais que mon ordinateur, le matin, met 20 minutes, c'est vrai, hein, à s'allumer, eh ben, il y a des irritants du quotidien qui rendent la vie, qui pourrissent la vie des soignants. Le système informatique qui marche pas, le fait que l'administration met beaucoup de temps à régler votre problème administratif, votre blouse, vous voudriez en avoir 4 parce que vous êtes sale, mais la lingerie est pas assez rapide. Moi, par exemple, vous voyez, il y a j'étais de garde il y a 10 jours, le samedi dimanche, à l'hôpital. La salle de garde est en travaux, on n'avait rien à manger à midi. Ça a l'air bête, mais bon, alors, on commande, certes, mais les soignants, en fait, doivent être mieux traités. Dans la fonction publique en général, et particulièrement à l'hôpital, je dis souvent pour provoquer ma directrice qu'il n'y a pas de direction des ressources humaines. Il y a des directions du personnel qui gèrent des carrières, mais il n'y a pas de ressources humaines. Elle ne prend pas soin des gens. Donc, la question de prendre soin des gens, elle est fondamentale. Deuxième sujet, il me semble qu'on n'a pas défini, en fait, ce qu'était la place de l'hôpital dans notre système de santé. Si un système fonctionnait bien, en fait, il faudrait la médecine de ville, qui fait la maladie chronique, la suivi du diabète, de l'hypertension artérielle, un hôpital pour les complications aiguës, je fais un coma diabétique, je vais à l'hôpital, ou j'ai un diagnostic difficile à porter que je ne peux pas faire en ville, je le fais à l'hôpital. Or, l'hôpital fait tout. Moi, dans l'hôpital, dans la consultation, il y a des cardiologues qui examinent, qui renouvellent des ordonnances de malades qui ont une hypertension artérielle qui pourrait être fait en ville. Vous voyez, l'hôpital veut tout faire. Enfin, veut tout faire. Comme personne n'a décidé qui faisait quoi, je trouve que le partage des missions entre la médecine de ville, la médecine ambulatoire et l'hôpital n'est pas fait. Et donc, du coup, l'hôpital est submergé par ses missions. Et si l'hôpital est submergé, c'est aussi parce que la médecine de ville elle-même ne fonctionne pas. Moi, j'en veux pas aux gens qui viennent aux urgences, entre guillemets, pas pour rien, parce qu'on ne vient jamais pour rien. Mais ils viennent pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas d'alternative. C'est très irritant d'avoir à 2 heures du matin quelqu'un qui arrive en vous disant « j'ai un bouton sur la fesse droite depuis 2-3 mois ». Ça, c'est très irritant. Et c'est l'exception qu'on cite toujours. Mais le type qui vient vous voir aux urgences à 15 heures, parce qu'il a effectivement un bouton qui l'inquiète sur la fesse droite, mais il n'a pas de dermatologue avant un an, eh bien, il va aux urgences. Et en fait, l'hôpital, et particulièrement les urgences, sont le concentré des dysfonctionnements du système. Quand ça ne marche pas, en fait, quand quelque chose ne marche pas, ça dysfonctionne à l'hôpital parce que c'est l'endroit où la porte est ouverte 24/24. Donc, le bon fonctionnement de l'hôpital, c'est qu'il faut que toute la chaîne fonctionne. Je vais vous raconter une histoire. Dans mon service, vous n'allez pas me croire, j'ai une dame, alors qui a une pathologie qui la rend difficile à traiter, en plus des problèmes sociaux, elle est arrivée aux urgences de mon hôpital fin août. On l'a examinée, puis on s'est dit qu'on ne pouvait pas la renvoyer chez elle. D'ailleurs, elle n'a pas de chez elle. Donc on l'a gardée, on l'a mis dans un lit des services des urgences. Dans les services d'urgence, il y a toujours ce qu'on appelle un service porte, dans notre jargon. C'est un lit d'hospitalisation pour 24-48 heures. C'était au mois d'août. Hein. Elle a quitté le service lundi dernier. On l'a gardée donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 7 mois. Dans les urgences. Parce qu'on n'avait pas de lieu pour l'accueillir ailleurs. Et donc c'est une dysfonction tellement caricaturale
qui font que quand ça va pas en aval, quand ça va pas en amont, bah, c'est à l'hôpital public qu'on paye la note parce que c'est le seul endroit, encore une fois, qui est ouvert 24/24. Et donc, et le troisième point, c'est que nous payons, et ça, tu en as parlé sur les infirmières, nous payons aussi, je pense qu'une des premières décisions à prendre, c'est de former beaucoup plus de gens. Former beaucoup plus de gens. Aujourd'hui, les jeunes de votre âge, hein, moi, je suis vieux, les jeunes de votre âge, moi, j'ai plus une demande de médecin qui veut travailler à plein temps dans mon service, ça n'existe plus. Plus un. Tous les jeunes, ils veulent du temps partiel, des vies variées, etc. Et donc, du coup, bah, là où la nation formait un médecin qui vous donnait un équivalent temps plein de médecin, elle a formé un médecin qui ne vous donne qu'un demi-temps. Et donc, bah, il faut former beaucoup plus de médecins. Et c'est pareil pour les infirmières. Les Anglais ont doublé le numerus clausus. En gros, en France, on forme 10-11 000 médecins par an. Les Anglais, ils ont décidé, ils en forment 20 000. Le double. Nous, on n'y arrive pas. Il faut doubler parce que, simplement, le temps disponible par que chacun donne au système de santé est moins important, puis accessoirement, la population augmente, elle vieillit, elle est plus malade, hein, quand même, il faut le voir en tête. Donc voilà, publication des résultats, définir qui fait quoi entre l'hôpital et la ville. Troisièmement, la question du sens. Voilà, il faut prendre soin des soignants. Il faut prendre soin des soignants. Et quatrièmement, le nombre. On a un vrai sujet de nombre. Ça n'augmente pas la dépense de santé, augmenter le nombre. Je dis pas qu'il faut embaucher plus d'infirmières. Mais il faut pourvoir les postes vacants. Les postes sont vacants. Pourquoi les lits sont fermés? On dit souvent, ils ont fermé des lits. Mais en fait, on mélange deux choses. Il y a les fermetures décidées par le pouvoir central parce qu'il décide que tel hôpital, il vaut mieux le fermer. Franchement, il y a des hôpitaux qu'il faut fermer. Je veux dire, il y a des hôpitaux, il ne faut pas aller. Hein. Surtout, il n'y allez pas. Je vous dirai où ça. Il n'y allez pas. Donc, il faut les fermer, ceux-là. Et particulièrement des maternités. N'accouchez pas, mesdames, dans des maternités où on accouche très peu. Quand vous avez un accouchement tous les 2 jours, bah, c'est pas sérieux d'aller accoucher là, parce que l'obstétricien, il n'a pas beaucoup l'habitude. Vous savez, c'est un peu comme si vous prenez un avion avec un pilote qui vole 1 fois par an. Bah, c'est moins bien que le pilote qui vole tous les jours. Donc, il faut fermer les hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui sont dangereux. Mais il y a une deuxième fermeture de lit qui est subie, celle-là, et qui nous pose problème. C'est la fermeture de lit. Pourquoi? Parce qu'on n'a personne. On n'a pas de personnel. Et c'est ça qui fait dysfonctionner le système. C'est ça qui fait que, moi, dans mon service, j'ai des gens que je garde, comme tu le dis, 1 jour, 2 jours dans le service, sur un brancard, parce qu'il n'y a pas de lit d'aval. Il y a certains hôpitaux où 25% des lits aujourd'hui, hôpitaux publics, hein, 25% des lits sont fermés parce qu'on n'a pas d'infirmière à mettre au lit. Et je ne demande pas une augmentation de la dépense publique, puisque c'est budgété. Sauf qu'on n'a personne à mettre sur le poste. Moi, il y a quand même des choses que je souhaite compléter. Tu dis qu'il y a des fermetures de lits parce que du coup, aujourd'hui, on n'a plus d'infirmières. C'est vrai. En fait, on a eu une période, il y a eu des fermetures de lits parce que c'est ce qu'on appelait des plans de fermeture de lits. On en avait un peu partout. Ça a duré de longues années. Ouais, mais en fait, je dirais que c'est pas le temps le et deux. C'est pas que c'est les deux. C'est que l'un, pour moi, a entraîné l'autre. C'est-à-dire que quand, pendant des années, on a fermé des lits, on a compressé les services en disant qu'il fallait faire des économies, eh bien, au fur et à mesure, nous avons perdu des soignants qui ont perdu du sens au travail. Et maintenant, on est arrivé, pour moi, à un système tellement pervers que pendant des années, on a demandé de faire des économies en supprimant des lits, que maintenant, on n'arrive plus à rouvrir des lits parce qu'en fait, les soignants ont été dégoûtés par le système instauré initialement. Et sur la question, pour moi, des médecins, par exemple, ça vient pas de nulle part. Justement, tu as cité le numerus clausus. C'est intéressant. Parce que le numerus clausus, donc je sais pas si vous savez un peu ce que c'est. En gros, ça veut dire, c'est à un moment donné, dans les années 70, d'ailleurs, à Limoges, mai 68 a commencé à la fac de médecine, parce qu'ils refusaient la sélection à l'entrée de l'université, et ensuite ils ont mis le numerus clausus. Eh bien, c'était de dire qu'en fait, plus il y avait de médecins, plus on allait augmenter les dépenses de santé. C'est-à-dire que les gens vont aller plus, en gros, se faire soigner. Le numerus clausus, il faut expliquer. En gros, c'est un filtre à l'entrée de l'université. C'est-à-dire on fixe pour l'entrée en 2e année. Voilà, c'est ça. En fait, vous pouvez pas avoir plus de monde. Et donc, il y a un chiffre qui est donné tout le temps. Emmanuel Macron a dit c'était pour faire des économies. Hein. Donc, à la base aussi, c'est ça. C'est aussi ça qui nous a privés de médecins. Emmanuel Macron a dit qu'il avait supprimé le numerus clausus. En fait, il y a un petit tour de passe-passe parce qu'en fait, aujourd'hui, on dit que maintenant, on doit former des médecins selon les besoins du territoire. Donc, là, vous avez besoin de former beaucoup de médecins. Et les capacités des universités. Donc en fait, s'il n'y a pas plus de moyens qui est donné aux universités, en gros, vous pouvez dire ciao aux médecins. Et donc aujourd'hui, on forme autant de médecins que dans les années 70, alors que nous sommes 15 millions d'habitants en plus,
Et comme tu l'as très bien dit, d'ailleurs aujourd'hui on recevait l'ordre des médecins, c'est qu'aujourd'hui un médecin ne remplacera pas un médecin. C'est-à-dire qu'on forme moins de médecins, mais en plus un médecin ne remplacera pas un médecin. Et on va avoir de plus en plus de médecins, et d'ailleurs c'est l'ordre des médecins tout à l'heure, ça m'a étonné qu'ils nous aient dit ça en audition, nous disent, de toute façon les médecins ils veulent être salariés maintenant, les jeunes médecins ils veulent être salariés, et puis voilà, dans les centres de santé. Donc ça veut dire que vous allez même perdre, en gros les médecins libéraux qu'on connaissait, qui travaillaient 70 heures, bah ça c'est quelque chose qu'en fait on ne verra plus, et on va avoir des médecins, et forcé de l'admettre, de toute façon c'est tout un pan de la société qui vont travailler en 35 heures ou un peu plus. Et donc ça veut dire que peut-être un médecin, donc voilà, un médecin ne vaut pas un médecin et que ça en vaut deux. Aussi, donc une des choses à faire pour moi, c'est effectivement d'augmenter le nombre de médecins en pensant que les médecins vont travailler moins longtemps aussi. L'autre sujet derrière, je pense, c'est pour les infirmières, par exemple, sur la question de la formation. On a installé Parcoursup aujourd'hui. En fait, on l'a mis pour les écoles d'infirmiers. Avant, c'était un concours. Quand moi, tous mes potes qui ont fait l'école d'infirmiers, ils ont passé un concours. Et avant, c'était un concours. Ce qui faisait que même quand vous n'aviez pas trop le niveau pour être infirmier, vous passiez une année de prépa, vous défonciez pour avoir le concours. Alors, c'est pas moi qui vais vanter la méritocratie ici, mais je dis juste qu'en tout cas, je veux dire qu'il y a un moment donné où les gens se disaient, bah, je vais me donner les moyens, je veux réussir mon concours, donc pendant un an, je vais faire en sorte de pouvoir l'avoir. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ça veut dire que vous avez plein de gens qui demandent infirmier. D'ailleurs, c'est le parcours qui est le plus demandé. Et donc, vous avez des gens qui ont l'admission parce qu'en fait, ils avaient, l'algorithme a jugé qu'ils avaient le bon niveau académique. Et il y en a d'autres qui vont se faire refouler tout de suite, qui ne pourront jamais devenir infirmiers. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas le bon niveau sur le moment, mais en tout cas, peut-être qu'ils avaient la passion pour le faire, mais ils ne pourront pas le faire. Et le résultat, alors, ça manque d'études, honnêtement, sur le résultat. Mais les quelques enquêtes qualitatives qui existent, donc ça veut dire, en discutant avec les gens des formations, c'est qu'en fait, il y a un taux d'abandon qui va devenir de plus en plus important de gens qui arrivent en école d'infirmier, qui se disent, bon, finalement, c'est pas trop ce que je voulais faire, et qui partent. Et ça, en tout cas, moi, les ordres des infirmiers, je sais pas si toi, c'est le retour que tu as, me disent que c'est un vrai problème parce que du coup, ils se retrouvent dans des situations où les gens ne vont pas au bout des formations, ou alors quand ils commencent à l'hôpital, ils arrêtent assez rapidement. Et après, je reviendrai sur d'autres points économiques. Mais sur le numerus clausus, d'abord dire qu'on supprime le numerus clausus, c'est absurde parce que ce n'est pas illogique. Moi, ça ne me choque pas que l'État décide de fixer le nombre de médecins qui sont formés chaque année. Après, pourquoi pas? Moi, je suis d'accord. Donc, je ne suis pas contre le numerus clausus. La question, c'est son niveau. Est-ce qu'il est serré ou pas serré? Et je trouve qu'il est trop serré. Enfin, ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur les infirmières, le chiffre que j'ai en tête, c'est que 25% des infirmières diplômées, donc qui arrivent à la fin des 3 ans, finalement n'exerceront pas la médecine. Donc, vous imaginez le gâchis financier pour l'État, qui a formé des gens, humain pour les gens qui ont donné 3 ans et qui finalement travaillent. Et moi, j'ai une réflexion là-dessus en me disant, au fond, je suis frappé par quelques-uns. Alors, c'est moins vrai en médecine parce qu'il y a quand même le barrage de la première année qui est dur et puis les études sont longues. Et chez les infirmières, aujourd'hui, de gens qui manifestement se trompent, de chemin. C'est pas ce qu'elles voulaient. D'ailleurs, 25% n'exerceront pas la médecine. Pourquoi il y a ça aujourd'hui? Je l'ignore un peu. Il est sûr qu'il y a un heurt brutal entre le monde que vous pouvez imaginer sublimé et filtré par TikTok, vous voyez, où tout va bien, où les gens sont même par les algorithmes rendus plus beaux, enfin, tout est beau. Et quand vous arrivez dans les services d'urgence, il y a des gens qui meurent, qui souffrent, il faut essuyer, il faut torcher la merde, il faut nettoyer le vomi. Enfin, c'est ça aussi, hein, le corps. Et il y a une sorte de souffrance et de difficulté, probablement à laquelle les gens ne sont pas totalement préparés. Et j'ai vu un programme à la Mayo Clinic, qui est une grande clinique aux États-Unis, à Rochester. C'est très américain, mais ils disent, ils prennent des gens à l'équivalent en seconde, première, terminale, et ils leur font des stages, mais pas le stage de 3e, hein, des stages où pendant 15 jours, pendant des vacances, je ne sais plus lequel, aux alentours du printemps, on vous prend, on vous habille en docteur, c'est-à-dire que vous êtes en pyjama de bloc, vous êtes c'est très américain, vous êtes en blouse, et puis pendant une semaine ou 15 jours, vous allez jouer au docteur, à l'infirmière, à l'aide-soignante. Vous allez découvrir ce qu'est la vraie vie. Vie ma vie, vous voyez? Vie ma vie. Il y a des gens qui, au bout d'une semaine, disent finalement, c'est pas ça que je veux faire. Ça n'existe pas en France. Enfin, c'est pas le stage de 3e qui fait vivre ma vie, hein. Donc, le vie ma vie, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer, et je trouve que l'enseignement secondaire ne nous prépare pas du tout, en fait, au métier qu'on veut faire. D'ailleurs, vous avez choisi, franchement, c'est un miracle quand vous choisissez. Pourquoi vous avez choisi de venir là? Pourquoi vous avez choisi ça et pas la boutique en face? C'est le hasard. En fait,
On tire au dé nos carrières. Et dans des carrières très marquées humainement, je trouve que c'est risqué, la preuve, 25% d'échecs et de gens qui partent des études infirmières. Voilà. Il y a un truc que juste quand je vis ma vie, alors je suis hors sujet, mais je le raconte quand même parce que ça me fait plaisir. Dans mon service, on a fait quelque chose pour les internes. Alors vous leur dites pas, parce que, et surtout vous faites pas de pub sur les réseaux sociaux, parce que ça ne marche que quand ils sont pas au courant. Les internes sont des étudiants qui sont en 7e, 8e, 9e, 10e année. Donc ils sont des futurs docteurs, vous voyez. Et on les forme à être docteurs. Et ils viennent 6 mois, tous les 6 mois, dans tous les hôpitaux publics, le 1er novembre et le 1er mai, 2 novembre et 2 mai, dans tous les hôpitaux de France et de Navarre, vous avez les internes qui arrivent et qui changent de stage. Donc c'est un mouvement très lourd, un truc national que vous ne voyez pas de l'extérieur, mais qui existe. Voilà, et aux urgences, j'ai toujours pensé que ce qui était terrible pour un malade, c'était d'être allongé aux urgences, sur un brancard, pendant des heures, à attendre qu'on vienne le voir. Et donc, on fait un truc avec les internes qui arrivent le premier jour, sans les prévenir. On leur vole leur portable. Ça, c'est déjà la moitié qui font des crises d'épilepsie. Vous voyez, ils n'ont plus leur portable. Et on les allonge sur un brancard, sans leur dire combien de temps ça va durer. Et on fait une expérience humaine. Et on les met dans un couloir, bien sûr. Et on ne leur dit pas combien de temps ça va durer, comme un patient à qui on ne dit rien. Et je peux vous assurer qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, les types, ils se disent « Ah ouais, effectivement, c'est pas agréable. » Et donc, ils se comportent très très bien avec les malades, enfin, c'est ce qu'on espère, avec cette expérience, avec les malades durant les 6 mois. Il faudrait élargir au ministère, non? Sur un brancard. Alors, ma porte est ouverte. Ma porte est ouverte. Et d'ailleurs, vous savez, on va faire la loi euthanasie, fin de vie, soins palliatifs. C'est plus dur à faire tester quand même. Non, il suffit de venir voir comment ça se passe. Parce que moi, des morts, j'en ai tous les jours. Donc, ceux qui sont intéressés, ils peuvent venir. Et s'il y en a qui ont du droit au remords et qui veulent faire médecine secondairement, régulièrement, on a un étudiant qui vient, qui a déjà fait un premier parcours, qui arrive par la passerelle. S'il y a un de vous qui est intéressé, je le prends une journée, il voit comment ça se passe. Eh bien, venez me voir. Et je vous fais découvrir la médecine pendant au moins une journée ou deux. Voilà. J'ai déjà beaucoup parlé. Non, mais il y a aussi peut-être quand même un autre sujet qui n'a pas été abordé, c'est qu'aujourd'hui, dans la question, quand on prend les années, il y avait quand même eu plusieurs réformes dans l'hôpital public. Et d'ailleurs, du coup, ta famille politique y a contribué assez largement quand même. Il y a déjà un premier point, moi, qui m'étonne, c'est sur les finances de la sécurité sociale. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'après-guerre, je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, c'est que la sécurité sociale, elle est en 46. Quand Ambroise Croizat, qui est le ministre communiste du Travail, cofonde la sécurité sociale, du coup, il y a quand même cette volonté aussi, c'est 70%. Général de Gaulle n'y est pas pour rien non plus. Oui, c'est pour ça que je dis cofonde. C'est pour ça, c'est parce que tu es à côté, sinon d'habitude, je dis quand il l'a fondé tout seul, la sécurité sociale. Mais du coup, comment? Voilà, c'est pour ça que je voulais m'éviter ce genre de débat, mais je ne l'évite pas du coup. Et quand il y a la sécurité sociale qui est faite, c'est 70% au début de syndiqués, 30% de patrons, ensuite ça fait 50-50. Et puis dans les années 90, on décide de faire une réforme où la sécurité sociale est reprise en main par le Parlement. Et in fine, aujourd'hui, on a des 49.3, donc presque de manière très caricaturale, on pourrait dire qu'on est passé quand même d'un système géré à 70% par des travailleurs à un système géré par François Bayrou. Pas géré, mais en tout cas où le budget est acté par une seule personne par 49.3. Clémenceau disait, le gouvernement ne gouverne pas, il administre. Donc là, pour le coup, on arrive... et je trouve qu'on a du coup dépossédé aussi de ça les gens qui venaient prélever la cotisation, qui décidaient ce qu'on faisait de l'argent. Et je trouve que la période, fin des années 90, où le Parlement reprend la main, c'est exactement pour moi la période de ces 20 ans, et on peut élargir un peu presque aux 30 ans, où en gros notre système de santé souffre de financement, où les soignants trouvent qu'il y a une perte de sens. Il y a une réforme notamment qui existe, qui est la tarification à l'activité, qui est la T2A, qui est un système qui dit qu'en gros, il y a un chercheur qui s'appelle Olivier Miron, mais qui est même docteur, cardiologue à Bichat, à Beaujon, qui dit que lui, du coup, il trouve que c'est une logique de garagiste. Vous arrivez, une panne, un diagnostic, une réparation, une facture. Ça marche quand vous avez, je sais pas, opération du canal carpien, ce genre de choses, quoi, quelque chose de très standard. Ensuite, du coup, ça vous pouvez l'avoir. Mais sauf que dès que ça devient un peu plus complexe, dès que ça devient aussi des maladies chroniques, ça devient tout de suite très compliqué aujourd'hui, et on va avoir, notamment, il y a et donc c'est comme ça que certains services se retrouvent dévalorisés, parce que par exemple, sur la pédiatrie, et du coup moi je suis allé longuement avec les soignants de la pédiatrie qui vous disent petit patient, petit moyen. Et c'est comme ça que les soins en pédiatrie ont été moins valorisés par la T2A, donc la facture qui a été réalisée rapportait moins. Et c'est aussi comme ça que du coup les services de pédiatrie, pour certains hôpitaux, ont été de moins en moins rentables et donc laissés un peu à l'abandon aussi. Et par exemple, il y a un sujet en ce moment, il y a deux chercheurs, d'ailleurs tu es dans le bouquin, deux journalistes qui ont écrit 4,1, le scandale des accouchements en France, sur la mortalité infantile. Et ils expliquent notamment que la tarification à l'activité ne valorise pas assez, par exemple, les accouchements. Quand vous réalisez un accouchement, ça rapporte pas assez pour un hôpital.
Et que c'est comme ça que notamment le privé, qui lui décide de faire ce qui est rentable ou pas, notamment c'est le groupe Elsan, je crois que c'est Elsan que ça s'appelle, en l'occurrence, a fermé un certain nombre de ces maternités parce que ça ne rapportait pas assez d'argent. Et donc, aujourd'hui, d'être rentré dans cette logique qui dit une facture, un prix, qui fait qu'il y a certains services qui sont dévalorisés, moi je pense qu'il faut en sortir. Alors peut-être que pour certains actes, ça peut marcher, des choses très classiques, standards. Bah voilà, je disais opération du canal carpien, c'est programmé, tu fais l'opération, tu factures, mais que derrière, uniquement fonctionner avec ce système de facturation pousse les hôpitaux à faire certaines choses et à ne pas en faire d'autres. Et même le plus pervers, c'est qu'aujourd'hui, il a été créé aussi, enfin pas aujourd'hui, mais il y a une vingtaine d'années, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, c'est-à-dire que le Parlement fixe tous les ans combien on doit dépenser cette année. Bon, eh bien, si vous êtes un hôpital qui fait beaucoup de tarifs, qui fait beaucoup une opération, qui rapporte énormément, eh bien, comme pour rester dans l'enveloppe et pas dépasser le montant qui avait été prévu, on va baisser le tarif de l'opération. J'ai un exemple tout bête. Vous faites plein d'accouchements. Bon, ben en fait, vous dépassez un peu trop l'enveloppe. L'État va dire, du coup, l'accouchement, l'année prochaine, ça rapportera moins. Donc, vous restiez en dessous de l'enveloppe qui était prévue. Donc, on a un système qui est complètement pervers. Et c'est comme ça aussi. En fait, c'était le système des hôpitaux privés à la base. Et on a collé au public. Et on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, on a, j'ai plus le chiffre, mais un certain nombre d'hôpitaux qui sont en déficit. Alors même dans le privé, c'est une catastrophe. Je crois que c'est 45% des hôpitaux du privé qui sont en déficit. Enfin, du coup, il y a aussi de ces systèmes-là, à mon avis, qu'il faut sortir parce que, et après je termine et je te laisse reparler, mais aller là-dessus. Pardon, mais c'est que par exemple, on se trouve dans des systèmes où l'assistance publique hôpitaux de Paris, c'est André Grimaldi qui dit ça, qui est un diabétologue de la Pied-Salpêtrière, il y en a certains hôpitaux qui embauchent des codeurs, ça je sais pas si tu l'as vu, pour avoir les meilleures lignes de code possibles quand un patient arrive pour facturer à l'assurance maladie et récupérer des financements. Et ça, pour moi, c'est une logique de laquelle il faut sortir. Mais du coup, je te laisse arguer là-dessus parce que du coup, c'était quand même, toi, c'est pas une insulte que de dire que tu as contribué à cette tarification. Directement. En fait, la question que tu poses, c'est comment on va faire, c'est un peu technique, mais comment on paye l'hôpital public? Comment on le rémunère? Avant, on le rémunérait à la journée d'hospitalisation. D'ailleurs, vous étiez hospitalisé 10 jours, ben, ça rapportait 10 fois plus que quelqu'un qui était hospitalisé un jour. Ça avait des effets pervers. Vous étiez opéré de l'appendicite, ben, on vous gardait 8 jours. Alors qu'au bout de 2 jours, vous pouviez rentrer chez vous. C'était vraiment ça qu'on voyait. Après, il y a eu la tarification globale. C'est-à-dire qu'en fait, on donnait à votre service une somme qui était globalement l'activité de l'année dernière. Très simple. Peu importe, vous travaillez ou pas. Et donc, on s'est dit, il vaudrait mieux que l'hôpital soit payé pour ce qu'il fait, pas pour de l'hôtellerie, mais pour ce qu'il fait. Et là, ils ont inventé une tarification à l'activité, TAA, T2A, à l'activité. Et c'est probablement intellectuellement le système le plus logique. Je vous paye pour ce que vous faites. Je paye plus une transplantation du cœur qu'une appendicectomie. Logique. La difficulté, elle est double. La première difficulté, c'est que, d'abord, il faut être d'accord sur, oui, la transplantation du corps, ça vaut 1000, et l'appendicite, ça vaut 10. Il faut d'abord se mettre d'accord là-dessus. À enveloppe constante, parce qu'évidemment, la force de santé, c'est pas la fête, hein. Il y a une enveloppe constante. Donc, première difficulté, c'est évaluer les choses. Et par exemple, on s'aperçoit qu'au cours des années, il y a des techniques qui prenaient beaucoup de temps il y a 15 ans, qui prennent plus du tout de temps aujourd'hui, qui sont toujours payées pareil. Par exemple, quand vous montez des sondes dans le cœur, il y a 15 ans, il fallait mettre des tabliers en plomb parce qu'il y avait les rayons X et les machins, etc. Ça coûtait très cher, et donc c'est payé très cher à la clinique ou à l'hôpital. En revanche, aujourd'hui, c'est fait quasiment pas de loin, machin, tac, 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 ça dure très peu de temps, il n'y a plus de rayons, et ils sont toujours payés. Donc, la question, c'est... Deuxième question, c'est que, comme tu le dis fort justement, c'est très facile, en fait, c'est relativement facile pour un acte technique. Je vous retire l'appendicite, je vous retire le côlon droit, je vous retire le côlon gauche, je vous retire l'estomac. Voilà, c'est répétitif. En revanche, l'acte intellectuel, le temps que je vais passer pour m'occuper du vieux monsieur, comprendre pourquoi il tombe, la psychiatrie, et là, c'est plus compliqué. Combien de temps je vais passer avec le type qui est très excité, qui casse tout, comme on en a tous les jours, aux urgences, le malade psychiatrique. Parfois, je vais passer 5 minutes, parfois, je vais passer 3 heures. Comment on évalue ça? Évidemment, là, pour le coup, la T2A est totalement inadaptée aux actes, on va dire, intellectuels, non techniques. Donc, voilà le sujet. Après, on s'est dit, il va y avoir un risque
les cliniques privées, toujours, elles sont vraiment très, très méchantes, elles vont trier l'activité en fonction de ce qui rapporte le plus. En réalité, c'est pas tout à fait vrai. Ça se fait pas comme ça. En réalité, ça se fait pas comme ça. Pourquoi les cliniques, elles ont arrêté des accouchements? Elles ont arrêté les accouchements parce qu'elles n'en faisaient pas assez, c'est ce que je vous disais. Une clinique à moins de 500 accouchements, n'y allait pas, quoi. C'est dangereux. 500, vous voyez, c'est 1,3 par jour. C'est-à-dire, c'est pas beaucoup. Il faut viser plutôt au minimum 2 accouchements, 3 accouchements par jour. Et donc, voilà, la T2A, tout le monde la critique, mais on n'a pas trouvé d'autre système. Vous savez, en 2012, François Hollande est élu président de la République et il est élu, le programme c'est fin de la T2A. Juré, ils vont arrêter la T2A. On est en 2025, je crois. Hein. Donc c'était il y a 13 ans, et la T2A est toujours là. C'est curieux, hein? Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas trouvé d'autre système. Tous les systèmes ont une perversité, et celui-ci en a, mais jusqu'ici, on n'est pas arrivé à le remplacer. Donc, moi j'attends, je suis très, très demandeur, hein. Mettez-moi une autre proposition qui fonctionne, qui paye l'hôpital pour ce qu'il fait, pas pour l'hôtellerie, mais pour l'acte technique. Par exemple, l'hôpital aujourd'hui n'est pas payé du tout sur la qualité de ce qu'il rend. Voilà. Alors moi, je trouve qu'il y a des critères de qualité. C'est compliqué en médecine, les critères de qualité, mais quand même, quand il y a un chirurgien, tous ses patients, ils reviennent consulter dans la semaine parce qu'ils ont tous du pus qui coule de la cicatrice, peut-être qu'il y a un problème, vous voyez. La reconsultation après une intervention, c'est un critère. On a des critères de qualité. Par exemple, les États-Unis, qui ont des systèmes très concurrentiels, ont mis en place une liste de never events, les événements qui ne doivent jamais arriver. Et si ça arrive, l'établissement est puni. Comment? En fait, il n'est pas remboursé. C'est quoi, par exemple? Eh bien, c'est la chute du brancard. Vous allez rigoler, et vous savez qu'à l'hôpital, les gens tombent du lit et du brancard. Et quand on tombe, on se casse l'épaule, la hanche, etc. Eh bien, aux États-Unis, quand vous tombez d'un brancard et vous cassez quelque chose, ça arrive tous les jours dans tous les hôpitaux de France. Eh bien, l'hôpital, parce qu'il aurait dû mettre des ridelles, il aurait dû surveiller, n'est pas remboursé. Never again. Donc, on vous met une sonde urinaire dans la vessie parce que vous n'arrivez pas à uriner. Le risque, c'est qu'on ensemence, il y a des microbes sur votre peau partout, et que la sonde urinaire fasse entrer un microbe dans la vessie et vous donne une infection urinaire. Ça, c'est une complication. Ça ne devrait jamais arriver. Eh bien, quand ça arrive aux États-Unis, ils ne sont pas remboursés. Bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils soient remboursés en France, mais on a des critères de bonne qualité de médecine, et ces critères ils ne sont pas valorisés. En tout cas, pas assez. Il y a quelques critères, mais ils sont très à la marge. Très à la marge. Donc, voilà, sur la T2A, ok, c'est vrai que ce n'est pas terrible. Mais proposez-moi quelque chose d'alternatif qui fonctionne. Et jusqu'ici, personne n'y est arrivé, y compris ceux qui voulaient bazarder la T2A. Puis il y a un dernier truc que tu as évoqué, que j'ai oublié, et que je n'évoquerai plus, puisque je fais ce qu'il a dit. L'Ondam, peut-être? Ah oui, l'Ondam. Oui, l'Ondam. Avant, effectivement, le système de santé était géré par les partenaires sociaux. Il n'y avait pas de débat à l'Assemblée, ce qui était choquant, quand même que l'Assemblée ne connaisse pas le budget, qui est quand même un énorme budget. Et les dépenses sociales, c'est plus que les dépenses de l'État, quand même. Mais c'est vrai, moi, je suis un de ceux qui pensent que, finalement, ça ne marche pas bien. Et que, quand vous regardez l'assurance chômage, par exemple, qui est gérée par les partenaires sociaux, elle est à l'équilibre. Les partenaires sociaux, ils font pas de déficit. Ils ont un système qui est à l'équilibre. Et je me demande s'il ne faudrait pas, pour les dépenses de santé, revenir à un système paritaire et retirer ça au Parlement. Je suis très isolé dans ma famille politique en pensant ça, mais je pense que c'est peut-être pas, peut-être finalement, parce que l'Ondam qu'on se fixe, l'objectif national de dépenses de santé de chaque année, en fait, il n'est jamais respecté. Jamais. Il est toujours en déficit. Donc on vote un truc dont on sait qu'il ne sera pas à l'équilibre. Est-ce qu'on met pas assez d'argent sur la santé? On met presque 12% du PIB. C'est beaucoup d'argent. On est dans la très bonne moyenne. Ne dites pas, parce que c'est pas vrai, on met pas assez d'argent sur la santé. C'est pas vrai. Sauf que, ça c'est moi qui le dis, c'est une opinion, c'est pas un fait. Ce qui est un fait, c'est les 12% de PIB, ce qui est largement dans la moyenne des autres. Mais mon opinion, c'est de dire que l'argent ne va pas suffisamment aux soins. C'est qu'on a beaucoup d'argent qui ne va pas aux soins et qui ne va pas aux bons soins. Par exemple, je crois que c'est pas normal de rembourser, comme je vous l'ai dit, des consultations de suivi de diabète non compliquées à l'hôpital. Ça doit se faire en double. Pas normal, voilà. À l'hôpital, ça coûte plus cher. Je pense que c'est pas normal
Au mois d'août, chaque année, il y a un travail qui est publié par la DRES, Direction de trucs statistiques, voilà. Encore un acronyme. Mais pour le coup, ils font de bonnes études. Et ils publient le tableau des emplois de la fonction publique hospitalière. Combien il y a de médecins, combien il y a d'infirmières, combien il y a de machins. C'est très intéressant. Eh bien, croyez-moi ou pas, il y a autant d'ETP équivalent temps plein. Vous savez ce que c'est un ETP équivalent temps plein? Il y a autant d'ETP dans la filière administrative que d'ETP de médecins. Autant. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'administration. Moi, je vais être payé, donc que quelqu'un me fasse ma paye. Il y a des assistants sociaux qui sont indispensables à la bonne marche d'un service, qui sont dans la filière administrative. Mais quand même, un pour un. Vous voyez, je veux dire, un pour un. Moi, j'ai été militaire, médecin militaire en Afghanistan il y a 15 ans. L'armée américaine, c'était un combattant et 9 personnes de soutien. Donc 1 pour 9, vous voyez. Que de l'administration. Ils étaient très bons là-dessus. Hein. Et peut-être que c'est nécessaire pour que le gars combatte. Mais nous, 1 pour 1, c'est pas nécessaire. Mettez moins d'administratifs, on aura plus de temps disponible, un peu plus de ressources, mais surtout plus de temps disponible. On aura plus de temps à consacrer aux patients. Moi, j'ai toujours voulu faire une étude, et je dis, ça fait des années que je dis ça et je ne l'ai jamais faite, il faut vraiment que je le fasse. Je voudrais acheter 2 chronomètres autour du cou, je le mets autour des médecins, là, et je leur demande de chronométrer, lancer dans la journée, hein, quand ils sont devant l'ordinateur, et lancer quand ils sont devant le patient. Je pense qu'on passe plus de temps devant l'ordinateur. Parce que là aussi, les systèmes sont très vieux et très anciens. Je parle beaucoup de Non, mais c'est. Moi, bon, déjà, il y a quelques points. On va pas à chaque fois se donner le point avec lequel je suis moins d'accord, mais je trouve que sur les accouchements, là où je pense qu'il y a une. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que si tu es un établissement privé qui trouve que les accouchements sont pas assez rentables, t'en fais de moins en moins. C'est pas pour ça qu'il fait. Non, mais t'en fais de moins en moins. Ensuite, tu arrives sous le seuil sous lequel il faut fermer la maternité, et puis tu dis, bon, ben, on ferme la maternité. Le collègue Valtou, lui, par exemple, c'est ce qui lui était arrivé sur sa circonscription, qui est l'ancien ministre de la Santé, où, en fait, même des fois, du jour au lendemain, les maternités sont fermées. Tu as aussi des services, quand même. J'ai un copain qui est hématologue. Franchement, l'hématologie dans le privé aujourd'hui, c'est assez rare parce que ça rapporte pas d'argent en fait. Donc du coup, c'est le public qui va gérer ce genre de choses. Ensuite, sur la question des moyens, il y a deux choses. Moi, sur l'administratif, je suis assez réservé. Je ne sais pas en fait. Pour le coup, je ne sais pas. C'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup et pourtant, tu as les soignants qui t'en parlent aussi, qui trouvent que il y a beaucoup d'administration. Mais quand même, la commission des comptes de la Sécu dit qu'à peu près les besoins naturels, tu sais, pour l'hôpital, c'est plus 4% par an qu'il faudrait augmenter parce que vieillissement de la population, maladies chroniques, technicisation aujourd'hui, technicisation des outils, etc. Bref, et les médicaments plus chers, etc. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on peut agir moyennement. Enfin, vieillissement de la population, maladies chroniques, ça on peut agir, mais du coup c'est sur le temps long. Médicaments, on pourrait agir peut-être plus rapidement. Donc déjà, on dit que c'est plus 4%. Tous les ans, on est en dessous de ces 4%-là. Après, tu vas me dire, oui, mais c'est mal parce qu'on paye l'administration. Peut-être. Bon, je te donne pas les contre-arguments tout de suite. Du coup, il y a quand même ça. Donc déjà, on est en dessous à chaque fois des 4% qui sont demandés. Ensuite, moi, je dirais que sur l'administratif, et tu dis que les médecins, ils se retrouvent à aller sur l'ordinateur. Mais qu'est-ce qu'ils font sur l'ordinateur? Il y a une grosse partie, ils passent du temps à faire des lignes de code parce qu'on a imposé la tarification à l'activité qui fait que quand tu fais une activité, tu dois aller. Mais tu dois aller coder. Ouais, il y en a un paquet qui te diront qu'aujourd'hui, pourquoi on a autant d'administratifs? Parce qu'il faut que tu aies des gens qui envoient les factures, les ceci, les cela, qui sont liés en fait à un système qu'on a mis en place qui est la tarification, notamment la tarification à l'activité. Mais après, je te laisse après revenir là-dessus si tu veux. Mais en tout cas, voilà. Et ensuite, sur la T2A, le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre système. Moi, à nouveau, je suis jeune depuis pas assez longtemps pour savoir comment ça fonctionnait mieux, si ça fonctionnait mieux avant ou pas. Mais en tout cas, on peut imaginer qu'avant, on ne se retrouvait pas dans un système qui désinvestissait autant dans sa pédiatrie, dans certains secteurs. Et pourtant, il y avait pas la T2A. Moi, je dirais que la T2A, tu peux l'avoir sur des actes techniques, qu'il faudrait peut-être penser, par exemple pour les soins palliatifs. Là, en fait, il faudra penser à un forfait de jour, enfin, que ce soit par jour, parce que de toute façon, les actes techniques vont être assez limités, et que peut-être que sur les urgences ou les maladies chroniques, on peut imaginer une sorte de forfait qui est calculé tous les ans. Tu dis combien vous avez eu de passages, quel est l'état de santé de la population, et voilà le forfait qu'on vous donne à ce moment-là. Et ensuite, un dernier point qui me semble important, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je le vis chez moi, il faut absolument qu'on sorte, à mon avis, les budgets liés aux bâtiments, liés aux infrastructures des hôpitaux, des budgets qui sont donnés pour les soins. C'est-à-dire que moi, chez moi, justement, pour le coup, là, pour moi, c'est un peu un crash test parce que c'est ce que j'ai l'impression de voir. J'ai des services qui ferment des lits, qui baissent le nombre de soignants à Limoges parce qu'ils ont des travaux à financer.
Ça, pour moi, c'est un problème de dire qu'on va aller payer des bâtiments et on va faire des économies sur la masse salariale, mais in fine, masse salariale, ça veut dire, en fait, on va pas pouvoir de postes pour le coup parce que il faut aller construire des services il faut aller faire du bâtiment, mais du coup, on économise sur les personnes qui sont à l'intérieur. Et ça, pour moi, je pense que c'est quand même aussi un truc qu'il faudrait sortir. Euh, euh, En fait, on passe de temps devant l'ordinateur, pas parce qu'on code, on code, mais ça pourrait être plus facile, hein. Et c'est pas ça qui nous prend beaucoup de temps. C'est parfois un peu space, hein. J'ai fait une vidéo il y a 6 mois que j'avais publiée, qui a eu un peu de succès, parce que pour montrer la complexité du système. Mais c'est quand même pas ça qui nous prend le plus de temps, pour être honnête. Non, l'informatique, on est beaucoup devant parce qu'on a des vieux systèmes informatiques. Parce que c'est la fonction publique. C'est-à-dire que rien n'est mis à jour, les machines tombent, enfin, c'est la fonction publique. Et c'est pareil dans les collectivités territoriales. Enfin, il y a un truc, moi, ce qui me préoccupe sur la santé, encore une fois, vous avez compris, 12% du PIB, honnêtement, on a quand même un petit problème de dette, hein, en France. Donc, ceux qui vous disent qu'on va mettre beaucoup d'argent sur la santé, ok, mais quand vous prendre, il faut en plus sur la défense, donc on n'en mettra pas plus. En revanche, il y a une question qu'on doit se poser, c'est aujourd'hui la santé est financée année par année. On vote tous les ans l'Ondam. Première question, est-ce que c'est adapté à une politique de santé de prévention? Non. Ben non. Parce que, en fait, vous ne pouvez pas avoir un financement mono-annuel sur des politiques, par exemple de lutte contre le tabac, qui doivent se dérouler sur une vie. Deuxième difficulté, c'est on voit arriver de nouveaux médicaments qui bouleversent la donne. Je vous donne un exemple, l'exemple de la drépanocytose. C'est une maladie héréditaire qui touche essentiellement les gens issus du bassin méditerranéen, pays du Maghreb, et avec les globules rouges dans le sang qui se déforment et qui bloquent les vaisseaux et qui vous donnent des douleurs atroces, parfois même des nécroses, etc. etc. Eh bien, quand vous êtes victime de cette maladie, vous êtes hospitalisé très nombreuses fois dans votre vie, plusieurs fois par an. Et donc, chaque fois, vous êtes en arrêt de travail, donc la société paye. Chaque fois, vous avez 2, 3, 4, 5 jours d'hospitalisation. Et donc, vous-même, vous souffrez, etc. Donc, c'est une maladie qui est très, très invalidante. Et puis, on a découvert un traitement récemment. À votre avis, le traitement de la drépanocytose, ce sera une intervention. En fait, on vous prélève un peu de sang, on vous le réinjecte, on le traite. À votre avis, pour traiter et guérir les gens avec une seule intervention, combien ça va coûter? Donnez-moi un chiffre. Une injection. Bon. 25 000. Combien? 25 000. 4 millions. 4 millions. 4 millions d'euros pour te traiter, te guérir. Et donc, les gens disent, c'est très cher, est-ce qu'on va pouvoir se le payer? C'est une première question. Le calcul qu'on doit faire, c'est, aujourd'hui, tu es victime de cette maladie, tu es hospitalisé, je ne sais pas, 5 fois cette année, 5 fois l'année prochaine, pendant 40 ans. Combien tu vas coûter à la société sur les 40 ans? Tout compris, hein, l'hôpital, mais aussi ta qualité de vie. Le fait que tu vas aller travailler, que tu vas pouvoir faire des études, etc. Probablement, les 4 millions, ils sont remplis. Probablement. Mais notre système de financement, c'est par année. Donc, il est prévu pour toi cette année une toute petite somme. Et chaque année, une petite somme. Et notre financement annuel, il ne permet pas de te payer les 4 millions. À toi peut-être, mais pas aux autres. Et donc, il faut qu'on imagine, pour les nouveaux traitements qui vont coûter très, 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 très cher et qui bouleversent les choses, mais qui bouleversent aussi la santé en bien, il faut trouver des financements qui ne sont pas les financements Ondam actuels. Parce que dans ces cas-là, on ne soignera jamais personne à 4 millions de pièces, vous imaginez. Et il n'y en a pas que 10 en France. Dans mon service, j'en ai au moins 2 par jour. 2 par jour. Bon, ben voilà. Ça, c'est une vraie question de financement. On n'augmentera pas. C'est une illusion de penser qu'on mettra plus d'argent sur la santé, tout simplement parce qu'on a moins d'argent. Mais il faut savoir comment on le gère, cet argent. Et la question de la T2A, dans certains domaines, tu as raison, mais la question du financement mono-annuel est une question fondamentale. Et honnêtement, je n'en ai jamais entendu parler, en vrai, très sérieusement, par un ministre qui a dit « moi, je vais m'attaquer à ça ». Et donc, je ne sais pas comment on va soigner les drépanocytoses. Et quand je dis drépanocytose, je peux vous parler de la thalassémie, je peux vous parler de l'hémophilie. Non, en fait, je me trompe. Les 4 millions, c'est pour l'hémophilie. C'est une maladie du sang. La drépanocytose, c'est beaucoup moins cher. C'est 500 000 euros.
Du coup, c'est un projet. Du coup, ce dont tu parles, c'est d'avoir une perspective pluriannuelle de financement. Mais ça, c'était déjà les promesses du ministre Neuder, non? Mais tous les ministres font cette promesse depuis 10 ans ou 20 ans. Tout le monde dit ouais, il faut avoir une vision pluriannuelle. Il faut le faire. C'est le drame de la politique. C'est que vous avez des tas de gens qui font de bonnes analyses. D'ailleurs, entre nous, toutes les analyses, elles sont faites. Voilà. Vous prenez tous les rapports de la Cour des comptes depuis 20 ans, tous les rapports des think tanks depuis 20 ans, tous. Il y a des variations idéologiques, certains disent qu'il vaut mieux mettre... Ok, d'accord. En réalité, on a toutes les solutions. Sauf que la politique est devenue un sport de commentaires. Et les gens commentent. Voilà. Ah ouais, ok, mais c'est bon. Que fais-tu? Que faites-vous? Moi, c'est ça qui me désespère en politique, je veux dire. C'est que je voudrais que les gens, comme disent les Anglais, délivrent. Et bien, cette question, elle est fondamentale. Et si on ne le résout pas, brutalement, les Français vont se dire on n'est plus soigné. Parce que du coup, en Allemagne, au Luxembourg, etc., le thalassémique, le drépanocytaire, ou l'hémophile, lui, il va se faire saigner. Et nous, on ne va plus pouvoir. En fait, je pense que la France va vers de grandes difficultés le jour où, brutalement, les gens vont se dire ah bah ça va plus, et il y aura des grandes ruptures. Vous savez, j'ai participé à un débat sur le financement des départements. On sort complètement du sujet. Les départements ont des gros problèmes de ressources. Aujourd'hui, ça tient parce qu'ils font... Mais le jour où vous allez avoir des ponts qui sont plus en état et qu'on va mettre une barrière parce qu'il ne faudra plus passer dessus, comme le pont qui s'est écroulé à Gênes, les gens vont se dire merde, qu'est-ce qui se passe? En fait, on est là et ça va s'arrêter brutalement si on ne prend pas les bonnes décisions. Moi, elle est là, mon inquiétude. Et sur la question, peut-être qu'on restera. Je ne sais pas s'il y a des questions-réponses après. Du coup, on s'est autonomisé, je suis désolé. On s'est mis un peu en autonomie. Mais quand même, sur la question de l'argent, moi je pense qu'on a un sujet aussi. Avant, le budget de la sécurité sociale était financé à 70%. 110% du revenu général était financé par des cotisations sociales. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 40% financé par des cotisations sociales. Ce qui s'est passé dans le temps quand même, c'est qu'il y a une baisse. Il y a eu des exonérations de cotisations sociales, et notamment les cotisations patronales qui finançaient l'assurance maladie, qui n'ont fait qu'être baissées d'ailleurs. Et si, donc, quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, en tout cas, il y a eu un choix qui a été fait d'enlever de l'argent à la sécurité sociale. Mais en fait, l'argent n'est pas tout à fait enlevé. Il est payé, il est compensé notamment par la CSG, donc un impôt qui est payé, mais aussi financé par la TVA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez vos pépitos, vous êtes en train de notamment compenser le crédit impôt recherche pérennisé, donc 20 milliards d'euros par an, dont les premiers bénéficiaires sont Carrefour, Casino, Auchan. Vous achetez vos pépitos à Auchan et en même temps vous compensez ce qu'on leur a enlevé d'exonération de cotisations sociales. Il y a quand même un sujet à poser aussi, pour moi, c'est la question des finances, mais après, on a un vrai désaccord là-dessus sur la question du financement, parce qu'aujourd'hui, pour moi, quand le pays n'a jamais été aussi riche qu'il ne l'est aujourd'hui. Seulement une partie de l'argent, plutôt que les entreprises fassent un effort pour les plus grosses de balancer ça dans les cotisations, l'argent qui est économisé, il part notamment en dividendes pour ce qui va être du CAC 40, il part notamment aujourd'hui dans des hauts salaires, et le pays n'a jamais été aussi riche, les dividendes n'ont jamais été aussi hauts, et les patrimoines de nos fortunes n'ont jamais été aussi hauts. Je ne dis pas que tu règles tout d'une baguette magique avec ça, mais c'est un peu compliqué pour moi, je trouve, de dire on n'a pas d'argent. Il y a quand même une question aussi de répartition. Il y a quand même une question aujourd'hui de répartition de l'argent. On fait des cadeaux, en tout cas il y a des mesures fiscales pour des grosses boîtes, notamment exonération de cotisations, donc on enlève de l'argent de la Sécu, c'est compensé par la TVA, par les pépitos de chacun qui en achète ici, et à la fin cet argent-là il est envoyé dans des dividendes. Donc est-ce qu'il n'y a pas un sujet à se dire, bon les dividendes il y en a assez, maintenant il faut que ça reparte dans la cotisation sociale. Mais bon après c'est notre gros, je pense que le sujet de désaccord en vrai qui est fondamental, il est sans doute ici. C'est la question de où est-ce que tu trouves l'argent, comment tu la mets et qui est-ce qui doit financer le système de protection sociale. Ensuite, sur la question des médicaments, mais là, si je mets le doigt là-dedans, je pense qu'on est parti pour une demi-heure. C'est la question aujourd'hui du prix des médicaments. Est-ce que le médicament que tu cites, parce qu'en fait, il y a une négociation qui est faite entre la sécurité sociale et les industries du médicament. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait la transparence aussi sur combien les pouvoirs publics ont mis dans le médicament à la base pour sa recherche. Et que si les pouvoirs publics ont financé la recherche, il ne faut pas que quand l'industriel arrive pour négocier le prix du médicament auquel il va nous le vendre, ils nous disent voilà, je vous le vends tant. À dire attendez, tu nous vends tant, mais par contre nous on avait déjà donné tant. Donc peut-être qu'on va en donner un peu moins. Enfin, je pense que le prix des médicaments aujourd'hui, il y a une question, je ne sais pas si c'est d'encadrement, en tout cas, mais tu as une question de transparence et de comment on fait pour que le prix explose pas à ce point. En fait, c'est la dépense d'ailleurs qui explose le plus aujourd'hui. Alors peut-être parce qu'il y a des traitements qui sont révolutionnaires, c'est une chose. Mais je pense aussi qu'il y a une question aujourd'hui, tu as des taux de marge qui sont colossaux. Il y a une enquête qui a été faite par une journaliste de Mediapart qui s'appelle Rosane Le Saint, qui s'appelle Chantage sur ordonnance, et je ne sais plus quel médicament, je pense que c'est pas le Kaftrio. Il ne faudrait pas que je cite un médicament et que je me trompe parce que je n'aimerais pas me prendre un procès par l'industrie pharmaceutique, mais en gros avec un taux de marge qui touche les 80%.
Donc il y a un moment donné un problème de est-ce que l'industrie pharmaceutique, elle ne doit pas aussi participer à l'effort général et pas demander des taux de marge aussi importants. Je retire ce que je dis sur le Cafrio parce que je suis pas sûr et que j'ai pas envie de me faire accuser par la boîte qui le produit. Alors, on a évidemment un désaccord profond sur les finances publiques. On est le pays, on est le pays qui taxeront le plus, en particulier entreprises, objectivement. On a 3 300 milliards de dettes, sans compter la dette dite cachée, qui n'est pas cachée, mais qui n'est pas au sens maastrichtien du terme. Il y a deux dettes qui ne sont pas au sens maastrichtien du terme, je vous rappelle. Ce sont les retraites futures des fonctionnaires qui sont certaines. Moi, je suis fonctionnaire de la fonction publique. J'espère ne pas mourir tout de suite au moment de ma retraite, donc j'espère toucher un peu de retraite. Et ça, c'est une dépense certaine pour l'État. Les États-Unis d'Amérique, quand ils calculent leur dette, ils incluent cette dette-là. Au sens maastrichtien du terme, c'est pas la France, c'est Maastricht. Tous les pays de l'Union n'incluent pas cette dette-là. Et nous avons une deuxième dette cachée, entre guillemets, c'est celle qui a été contractée pour nous par la Commission européenne, qui est pas aussi importante que ça, mais qui existe quand même. Donc on est le plus endetté, enfin le troisième le plus endetté de l'Union, le plus taxé de l'Union. Voilà, je pense que notre marge de manœuvre n'existe pas. Et je préfère d'ailleurs qu'on ne taxe pas le travail, mais qu'on taxe autre chose. Parce que comprenez, quand vous taxez le travail pour financer quoi que ce soit, la santé ou autre chose, bah, évidemment le travail coûte plus cher. Et aujourd'hui, le travail coûte plus cher en France que chez nos voisins. Voilà. Donc on a un vrai désaccord là-dessus. C'est plus taxé que le capital quand même. Et je pense que nos marges de manœuvre, mais le problème du capital, c'est qu'il est fluide. Les gens sont nos marges de manœuvre, elles sont sur la dépense, elles ne sont pas sur les recettes. Et c'est une grande différence entre la gauche et la droite aujourd'hui dans l'analyse des choses. Mais on ne va pas le résoudre aujourd'hui. C'est pour ça que je pense qu'en fait, il n'y a pas d'argent caché qu'on pourrait injecter quelque part. On le saurait d'ailleurs. Dans ces cas-là, on n'aurait pas 3 200 milliards de dettes. Vous savez, la dette, elle a un effet, hein, on oublie un tout petit peu. C'est qu'aujourd'hui, la dette, comme on la paye à des gens qui nous ont prêté, ça s'appelle des intérêts, eh bien, les intérêts, c'est essentiellement les fonds de pension américains, en gros, et un peu les Chinois. Et donc, nous payons, nous, avec nos impôts, les retraites des retraités américains. Moi, je suis très content pour eux, tant mieux pour eux, mais je préférerais que ça reste en France. Voilà. La dette, donc, c'est un appauvrissement. Sur les médicaments, quand tu dis il y a un taux de marge de 80%, je ne sais pas, probablement, mais en fait, ce taux de marge, il est peut-être aussi justifié, parce que quand ils te sortent un médicament, ils en ont peut-être essayé 100 avant de trouver le bon. Et tout ça, peut-être qu'ils ont besoin de 80% de marge pour payer tout le reste. Et de toute façon, si malheureusement on ne paye pas le prix aujourd'hui, pas le médicament, simplement on n'en a pas. Pourquoi, à votre avis, pourquoi on a des pénuries de médicaments? C'est quoi la cause principale de la pénurie de médicaments, à votre avis? C'est le coût du médicament. C'est qu'en France, le médicament est moins cher. Moins cher. Et les Allemands ont augmenté de 15% le prix de leur générique. 15%. Parce qu'ils n'en avaient plus. Et du coup, le marché allemand est de nouveau réapprovisionné. La cause principale, le facteur principal de pénurie de médicaments, c'est le coût du médicament. On paye moins le médicament chez nous que chez les voisins. Du coup, les types, ils ne vous le vendent pas. Vous savez, c'est assez simple. Hein. Vous achetez pas, ils ne vendent pas. Malheureusement, nous ne sommes pas sur une île déserte, tout seul, avec un grand océan. Les gens entrent et sortent. Et quand les gens ont commencé à pleurnicher parce que le Doliprane, on n'avait plus de Doliprane, bah oui, parce que le Doliprane, on ne le paye pas. Donc il va ailleurs. Et d'ailleurs, les gens qui vous disaient « Ah ben on va ouvrir des usines de Doliprane », à droite comme à gauche, hein. Les gens disent « On va ouvrir une usine de Doliprane, vous allez voir. Et on va avoir du Doliprane. » L'usine de Doliprane, elle va fabriquer du Doliprane, mais le Doliprane, il va être vendu en Allemagne. Hein. Si le Doliprane, il est plus payé en Allemagne. Et c'est ça qui se passe en vrai. En vrai. C'est que les médicaments qui sont fabriqués en France, ils vont se vendre ailleurs s'ils sont mieux payés ailleurs. Donc, on a un sujet sur le prix du médicament. Je ne sais pas le résoudre comme ça, hein, je veux dire. Je pense que peut-être des choses à faire sur certaines substitutions, c'est-à-dire que c'est un peu technique, mais le pharmacien a le droit de substituer du générique pour pas du générique. Il y a peut-être des sujets à faire là-dessus, mais on a un vrai sujet. En fait, je vais vous dire, je pense que le vrai sujet, c'est que le pays est devenu pauvre. Nous sommes un pays pauvre. On a moins de moyens qu'aujourd'hui, et ça commence à se voir. Et on est moins bien soigné aujourd'hui qu'on l'était avant, parce qu'on est un pays pauvre. Voilà.
Tous les jours, je le vois, moi, à l'hôpital, tous les jours. On a un pays pauvre, enfin en tout cas on a des services publics qui sont, moi je pense, appauvris, ça c'est une chose. Dire qu'on a un pays pauvre aujourd'hui, enfin, pour moi c'est pas juste quand tu vois que même en termes de prélèvement d'impôts, notre pays n'en a jamais prélevé autant. Mais là on pourrait se dire, bah oui, qu'il y a trop d'impôts, il faut les baisser. Non, on n'a jamais prélevé autant parce qu'en fait la TVA rapporte un maximum d'argent qui compense les exonérations, cotisations sociales, l'argent qu'on a demandé aux collectivités de sabrer quand on a supprimé la taxe d'habitation, etc. Donc on prélève beaucoup d'impôts, donc le pays a de l'argent. Seulement, on a fait des choix politiques avant qui fait que cet argent, on doit le dépenser pour aller compenser ça. Ensuite, on a quand même un paquet d'entreprises, notamment des grosses boîtes qui fonctionnent très bien. Sur l'industrie pharmaceutique, 20% du chiffre d'affaires est alloué aux marges, c'est les marges qui composent 20% du chiffre d'affaires. 15%, c'est la recherche. Enfin, il y a quand même, pour moi, un sujet entre les deux. C'est-à-dire que les marges représentent plus de place dans le chiffre d'affaires que la recherche. Ensuite, sur le prix des médicaments, quand il y avait l'Observatoire de la transparence du médicament qui existait, il me semblait que il disait qu'en gros, sur la Suisse, par exemple, qui payait plus cher certains médicaments, eux aussi avaient des pénuries. Parce que quand même, sur les pénuries, en ce moment, la kétiapine, qui est un médicament qui est pour les personnes qui sont bipolaires. C'est ça, un bipolaire, hein, je ne me trompe pas. Bipolaire. Aujourd'hui, le problème, c'est pas qu'il y a un problème de est-ce qu'on le paye, c'est que ce médicament, il est fabriqué à un endroit, en Grèce. Et que dans les années 90, on a délocalisé la plupart des principes actifs des médicaments. Qu'aujourd'hui, il y a plein de médicaments dont la production n'est pas doublée. L'an dernier, on s'est retrouvé avec une pénurie de pilules abortives. C'est pas parce qu'on l'a payé moins cher, la pilule abortive. C'est parce qu'en fait, elle était produite à un endroit dans le monde. D'ailleurs, c'était les États-Unis. Les États-Unis sous Trump qui fabriquent la pilule abortive. Et pourquoi on ne nous le vendait pas à nous? De comment on n'en avait plus. On n'avait plus dans la production. Parce qu'on le payait moins cher. Mais non, c'est qu'il y avait un problème dans la production et du coup, ils ont filé à quasiment personne. Aujourd'hui, on a un problème, c'est que comment on fait pour aussi reproduire du médicament? Certes, et par exemple, la question du Doliprane, moi, franchement, sur ça, moi, je trouve ça, je comprends ce que tu dis, c'est factuellement vrai. Et pour moi, c'est factuellement scandaleux de se dire qu'aujourd'hui, une boîte qui produit en France, qui est souvent une boîte française, qui a touché des aides françaises de relocalisation, décide d'aller filer son Doliprane aux Allemands. Enfin, aux Allemands ou peu importe, hein, Allemands, Anglais, Espagnols, Turcs, tout ce qu'on veut. Mais pour moi, ça c'est un problème. C'était comme Sanofi qui avait décidé à un moment donné sur la question du vaccin, qui disait oui, le vaccin, de toute façon, si on le trouve, on le filera aux Américains. Bah non. Sanofi est une boîte qui a touché 1 milliard de crédits impôt recherche sur 10 ans. Bon, bah, quand tu produis un vaccin, tu le donnes aux Français en priorité. Ça quand même, est-ce qu'il n'y a pas un problème de règles aussi à ce niveau-là? Et je le dis de manière très ouverte, hein, tu vois, pour le coup, c'est pas affirmatif. C'est une donnée. Quand on limite les prix, vous limitez les prix, bah, vous créez de la pénurie. Et vous savez, les médicaments sont autorisés au plan européen. Quand vous prenez les anticancéreux, en particulier les nouveaux anticancéreux, la France n'a accès aujourd'hui, enfin le malade français n'a accès qu'à 53% des anticancéreux qui ont été autorisés au niveau de l'Union européenne. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'on ne les paye pas assez. 53%. Il y a des anticancéreux disponibles en Allemagne qui ne sont pas en France. Alors ça ne se sait pas, etc. Mais c'est quand même un vrai sujet. Je veux dire, il faut ouvrir les yeux. Vous savez, Saint-Augustin, non, pas Saint-Augustin. Peggy disait, c'est difficile de croire ce que l'on voit, mais ce qui est encore plus difficile, disait-il, c'est de voir ce que l'on voit. Voyez ce que vous voyez. Et puis il y a un autre sujet très français qui est un peu à la marge, mais qui n'est pas inintéressant. C'est les délais d'autorisation des médicaments. En France, vous savez, entre le moment où le médicament a été fabriqué et puis les études cliniques sont faites, il y a les autorisations, machin, et hop, il est sur le marché. Les chiffres, je les ai vérifiés là, c'est 500 jours en France et 120 jours en Allemagne. Pourquoi, à votre avis, c'est 500 jours? Parce qu'on est mauvais en administration? Pas du tout. C'est qu'on utilise ces 500 jours pour reculer la dépense. Parce que le jour où il est autorisé, il est remboursé. Donc, en fait, on en est aujourd'hui à utiliser des procédures administratives pour éviter de dépenser l'argent qu'on n'a pas. Cette question de l'argent est devenue fondamentale. Nous n'arrivons pas à nous payer ce qu'on voudrait se payer. Ouvrez les yeux. C'est pour ça que je dis c'est un pays pauvre, au sens où nous sommes paupérisés. Et quant aux entreprises qui ont des cadeaux, l'Institut Molinari, qui est un institut libéral, j'avoue, moi je suis libéral, a analysé, mais c'est des faits là aussi, que quand tu compares les entreprises allemandes versus les entreprises françaises, il y a un delta de 100 milliards d'euros qu'elles portent sur leur dos en plus les Françaises. Impôts de production, etc., etc. 100 milliards. Donc on leur demande de courir aussi vite que les Allemands qui, eux, ont un sac à dos plus léger de 100 milliards. Ben, c'est un problème. Et il y a un moment où on paye. En fait, rien n'est gratuit. On est en train de payer la note.
on est en train de payer la note. C'est pour ça que ouvrez les yeux. Voilà. Si vous taxez plus ces entreprises, eh ben d'abord, certaines vont partir. Tu es sûr que ton Doliprane, tu n'en auras pas du tout en France. Ils vont être tous vendus ailleurs. Puis voilà, c'est ça le sujet. Bon, mais... Sur l'accès aux médicaments, vous avez sûrement raison, mais alors, un catch d'investigation qui est sorti sur les pénuries de médicaments il y a assez longtemps, qui démontrait quand même deux trucs assez importants. C'est que, premièrement, les usines françaises jetaient un nombre très important de médicaments, notamment d'amoxicilline, pour des défauts d'emballage qui étaient mineurs pour des marchés qui étaient plus exigeants, comme au Japon par exemple, et qui du coup n'étaient pas redirigés vers la consommation française et qui étaient simplement jetés. Et ça correspondait à un nombre, alors je ne sais pas le nombre exact, mais un nombre très important de boîtes. Et surtout, il y avait un autre problème qui était mis en avant, c'était les conventions qui étaient conclues entre les entreprises pharmaceutiques et l'État. Et ces entreprises ne respectaient pas leur part, notamment au regard de la prévision de la production, au regard de l'explosion démographique et la hausse de la demande, etc. Et il y a aussi une part de non-respect des contrats qui sont conclus, qui sont de leur responsabilité et qui ne sont pas dus au seul fait du coup. Non, mais si vous voulez moi, je connais pas. On se dit qu'on ouvre les questions-réponses, là. Du coup. Oui, c'est la phase questions-réponses. Non, mais en fait, je n'ai pas vu l'émission, donc je ne sais pas. Moi, très franchement, j'ai du mal à aller chercher mon information dans les émissions. Moi, j'essaye de lire, etc. Mais ce que je peux te dire, c'est que il y a sûrement des médicaments jetés, j'ignorais. Hein, mais c'est probablement pas à la marge. C'est à l'échelle, pardon, c'est probablement pas à l'échelle. Parce qu'on a un problème majeur. Hein, le pénurie, la kétiapine est un très bon exemple. Non, il y a les solutions, parce que maintenant, il faut aussi parler des solutions. Par exemple, je me demande s'il ne faudrait pas fixer un prix européen. Le prix étant européen, du coup, on ne peut plus avoir de concurrence entre nous, les Allemands, les Luxembourgeois et les Espagnols. Tu vois, c'est le premier sujet. Évidemment, ça va poser des problèmes parce qu'il y a des pays riches et des pays moins riches. La Roumanie va dire, attendez, vous êtes gentil, mais le Luxembourg, enfin, bon, bref. Mais il y a un marché unique des biens et des services, comme vous le savez, en droit européen. Est-ce qu'il ne faudrait pas un prix unique du médicament européen? Est-ce qu'il ne faudrait pas... les industriels, ils vous disent quelque chose qui est assez vrai d'ailleurs. Ils vous disent, nous, on a besoin de visibilité. Une chaîne de production, ça ne s'arrête pas comme ça. Et c'est là où on revient sur la question de la dépense qui est votée par an. Ce que nous disent les industriels, ils disent, vous comprenez, les gars, vous réunissez en commission des machins sociales au mois de septembre-octobre, le 49.3 souvent maintenant pour le budget en décembre, et on apprend le 20 décembre la taxe et le machin et le truc. Le headquarter américain, qui a sa filiale en Europe, il vous dit, mais vous êtes dingue les Français, là, c'est quoi quel est le budget que vous avez voté? En fait, c'est l'instabilité juridique, la règle qui change, l'instabilité fiscale, ça c'est un truc terrible, qui je pense, est une caractéristique française qui est un peu malheureuse. Donc moi, je plaide pour des budgets pluriannuels, mais aussi des stabilités fiscales et réglementaires sur le long terme pour donner de la visibilité à des gens qui nous fournissent. Vous avez vu quand même durant le Covid que le fait de ne plus avoir de médicaments, c'était un petit problème. Nous, on n'arrivait pas à endormir les malades. Il nous manquait des anesthésiques généraux qui sont des trucs qui ne coûtent pas cher. Et puis enfin, vous ne faites pas avoir, quand les hommes politiques, ou les femmes, mais plutôt les hommes, vous disent on va financer le Doliprane. Mais qu'est-ce que l'argent public a à faire à financer des médicaments sans valeur ajoutée? Moi, je veux que mon argent, éventuellement, finance des industries, mais innovantes, des trucs voilà, l'avenir. Le Doliprane, c'est un peu comme si je subventionne la marine à voile. D'accord, ben non, je préfère ne pas subventionner la marine à voile. Il y a d'autres modes de déplacement qui sont plus rapides. Je préfère financer des satellites. Ça peut être utile. En fait, on a un vrai sujet de qualité de la classe politique. Voilà. Ils ne connaissent pas l'économie. La santé, ils vont de temps en temps à l'hôpital, ils disent c'est dur, mais de toute façon, comme ils vont à l'hôpital américain, ça se passe en général plutôt mieux. Qui est en France. Donc, non, on a un vrai problème. C'est les bonnes décisions ne sont pas prises. Et alors, l'idée que le budget, ça va s'exporter aussi à d'autres secteurs. Mais ça s'exporte. La défense. On a un budget pluriannuel de la défense. Et la personne ne dit rien. Heureusement qu'on a ça. T'imagines? Cette année, finalement, on va arrêter le chantier du sous-marin nucléaire. Oui, mais quand même, il faut le faire. Ah oui. Donc, on a une loi pluriannuelle. Moi, je crois aux lois pluriannuelles, bien sûr. Et les opposants à la loi pluriannuelle, c'est qui? C'est Bercy.
Bercy déteste ça, parce que du coup, ils perdent la main. Ils perdent la main. Non, il faudrait bien sûr. Kevin. Ok, on vous fait comprendre les 3 questions, on répond après. Allez, vas-y. Ok. Allez-y, on va faire comme ça. Je trouve ça en même temps qu'on blâme les d'avant, en même temps que blâme la situation actuelle du budget, elle est surtout due au fait qu'on ait baissé les charges sur les entreprises. Et justement, ça n'a pas eu l'effet escompté, on n'a pas eu de retour sur l'investissement. D'accord. On les prend toutes les 3 ? Ouais. Ok, vas-y. J'ai une question, parce que de plus en plus de médecins, notamment urgentistes, choisissent l'intérim pour des raisons salariales. Ah ouais. Parce qu'il y a des aussi leur temps pour les patients. Est-ce que vous avez des solutions pour éviter que Ouais. Ouais. Ça, c'est un problème. Et madame? Déjà, je vous remercie pour l'information que tu as écoutée, qui est vraiment éclairante. Ça conforte un peu ce que j'étudie. Je suis en alternance, je suis juriste à la PHP à Saint-Louis et j'étudie à l'ASAS mon master en droit sanitaire et social. Et j'écris en ce moment une chronique pour compléter mon mémoire sur l'innovation sur l'article 51 qu'a introduit Mme Agnès Buzyn en 2018. Et j'avais une question sur, vous parliez de qualité, d'efficacité, d'innovation et d'expérimentation pour la financiarisation du système de santé. Et je voulais savoir, dans le contexte de la crise actuelle de l'hôpital public, pensez-vous que ces expérimentations de l'article 51 peuvent vraiment contribuer justement à améliorer la situation des hôpitaux ou au contraire risque-t-elle d'accentuer les inégalités entre les différents établissements, surtout quand on parle de désert médical? L'article 51, c'est... L'article 51, parce que là... Oui, l'article 51, ça permet justement de déroger au droit commun, faire des expérimentations sur le financement des établissements de santé en dehors des modèles traditionnels. C'est un modèle dérogatoire. Voilà. Bon, comme tu veux que j'aille un petit peu et après je t'en donne ou vas-y si tu veux. Moi, je fais les 3 d'un coup. Ok, moi je reviens après. Okay. Moi, d'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense que le problème principal, pour simplifier, c'est pas qu'on n'a pas assez de recettes, c'est qu'on a trop de dépenses. Budget global. C'est une question qui est vraiment la ligne de fracture aujourd'hui entre la droite et la gauche, hein, pour faire simple. Et donc, les entreprises françaises, elles sont beaucoup plus taxées que les voisines. Première réponse. Deuxième réponse, l'intérim. Pour que chacun comprenne, hein, aujourd'hui, effectivement, un urgentiste qui travaille dans mon service full-time, on va dire à 44 heures, c'est 44 heures, hein, un jeune au début de carrière, il est à 3 000 € net. Quand il va faire 24 heures aux urgences de Poitiers, Limoges, Châteauroux, il va gagner 1 500 € dans les 24 heures. Donc, on a des gens aujourd'hui qui ne font plus que... Bon. Ma solution, pourquoi ils font ça? C'est parce qu'en fait, ils jouent sur la pénurie des médecins. Moi, j'ai même fait venir de mon service de temps en temps des intérimaires, parce que quand il n'y a personne pour prendre la garde, on va chercher un intérimaire qu'on paye très cher. Si demain, on avait beaucoup plus de médecins, eh bien, les médecins ne seraient pas en situation de monopole. En fait, le vrai sujet, c'est qu'on a une situation typique de monopole. Il y a une forte demande, il y a peu d'offres, l'offre coûte très cher. Doubler le numerus clausus, faites venir en nombre des médecins étrangers. Moi, j'ai été celui qui a exigé, j'ai posé deux questions au gouvernement l'année dernière, sur les médecins à diplôme étranger. Un médecin à diplôme étranger s'appelle un PADU. L'année dernière, pour vous donner le chiffre de l'année dernière, il y avait 20 000 médecins étrangers qui voulaient venir travailler en France. 20 000. Les autorités ont décidé, toutes spécialités confondues, d'en prendre 2400. Pourquoi 2400? C'est un mystère. Pourquoi pas 2002? Pourquoi pas 5000? Et donc j'ai dit au ministre à l'époque, mais arrêtez de dire 2400, prenez tous ceux qui ont le niveau. S'il y en a que 800 qui ont le niveau, vous en prenez que 800, et pas 2400. En revanche, s'il y en a 5000 qui ont le niveau, prenez 5000, puisqu'on a besoin. Donc il y a une aberration. Un médecin étranger, un diplôme étranger hors Union européenne, il y en a qui sont très bons et d'autres qui sont très mauvais. Alors je vais donner les très bons, comme ça les très bons, c'est plutôt les Libanais, le système libanais, le système tunisien. Très bons médecins. D'autres pays que je ne vais pas commenter, que vous ne saurez pas, sont beaucoup moins bons. Donc là aussi, on a un sujet, il y a une grande hétérogénéité. Donc les gens qui vous disent qu'il faut faire venir tout le monde, ils ne savent pas qu'il y a cette hétérogénéité. Les gens qui vous disent qu'il faut serrer, ils n'ont pas compris qu'on a besoin.
Enfin, troisièmement, sur l'innovation article 51, ben, c'était plutôt malin de la part de Buzyn de dire, bah, tiens, dans les cases n'entrent pas des financements pour certains projets intéressants, donc on va créer des expérimentations, article 51. Le problème de la France, c'est qu'une fois que vous êtes expérimentation, article 51, vous êtes financé une année, c'est vachement bien, vos expérimentations. Hein. Peut-être on vous finance une deuxième année. En fait, ça reste des expérimentations. Ouais. Ben, sauf où ils ne rentrent pas dans le document, ils disparaissent. Je vais vous donner un exemple dont tout le monde a entendu parler, c'est la question du cannabis thérapeutique. Article 51. Alors, tout le monde dit c'est formidable, etc. Bon. Moi, j'ai lu toutes les études scientifiques qui ont été faites sur le cannabis thérapeutique. C'est nul. Enfin, je veux dire, ça marche peut-être, mais en tout cas, les études qui ont été faites ne montrent pas. Les études sont mal faites. Bref, on ne peut rien conclure. Alors, on peut considérer que ça marche et qu'il faut, mais en tout cas, pas sur les études qui ont été faites. Et l'article 51, du coup, les gens qui attendaient de passer de l'article 51 à un financement pérenne attendent toujours. Parce que là aussi, nous n'avons plus d'argent, la paupérisation, pays pauvre, et donc du coup, l'article 51, qui devait être un outil pour favoriser l'expérimentation, est en réalité un truc qui est détourné pour ne pas financer des choses que l'on aimerait financer. On n'a pas beaucoup d'argent, on disait, bah, l'article 51, on va financer un an. Voilà, on verra. Mais c'était une bonne idée, mais en fait, elle est détournée pour ne pas financer des choses qui sont parfois utiles. Sur l'article 51, moi je vais aller assez vite, je connais trop peu le sujet pour pouvoir honnêtement vous répondre à ce sujet-là, donc je prendrai quelques cours du soir et j'irai le travailler un peu plus, si tu en donnes quelques-uns peut-être. Moi j'irai quand même en chercher aussi dans mon groupe, mais du coup, non, là-dessus je peux pas vous répondre honnêtement, je sais pas. Sur la question peut-être bon des charges, vous l'avez compris, hein, sur baisse de cotisation sociale, attention. Hein. Les charges, ça fait lourd, cotisation sociale, c'est que tout le monde participe à l'effort de la sécurité sociale. Donc c'est des baisses de cotisation sociale qui ont eu lieu. Vous avez compris, de toute façon, on est avec le collègue que je n'appelle pas encore camarade parce qu'on n'est pas encore d'accord sur ce sujet-là. Mais Emmanuel Macron, si on se réfère en tout cas, Emmanuel Macron lui-même a dit avant, je crois que c'était en 2024, il disait notre pays n'a pas un problème de dépenses, il a un problème de moindres recettes. On n'a pas assez de recettes, on manque d'argent à prélever. Bon, alors après la parole d'Emmanuel Macron vaut ce qu'elle vaut, moi ça me permet de temps en temps d'avoir un argument venu d'ailleurs en tout cas, mais je pense qu'on a un vrai problème pour moi. Il y a le contraire aussi. Il y a aussi le contraire, sans doute, c'est possible. C'est en même temps, mais en tout cas, pour moi, il y a un vrai problème évidemment de recettes. On pourrait y revenir, ça passerait, on pourrait y prendre des heures. Moi, j'invite tout le monde soit à s'interroger. Aujourd'hui, si on parlait un peu fiscalité, parce qu'on est tous de la commission des finances, à vous interroger vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la question de la TVA. C'est devenu ma passion là depuis quelques semaines. Sur vraiment aujourd'hui comment la TVA qui est payée par tout le monde, et donc c'est très injuste, parce que c'est l'impôt qui est payé par tout le monde. Donc c'est-à-dire que vous soyez Kylian Mbappé ou que vous soyez une personne au RSA, quand vous achetez des gâteaux, vous payez la TVA. Bon, mais du coup aujourd'hui c'est l'impôt le plus injuste, parce que le taux d'effort des personnes plus pauvres est plus important parce qu'ils payent la TVA, et cet impôt-là compense les exonérations qui sont faites notamment sur des cotisations ou sur des impôts plus progressifs. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Ouais, Mbappé, il ne mange pas des pépitos, sinon il ne courrait pas aussi. C'est vrai, peut-être. Bon, peut-être. Mais en tout cas, la bouteille d'eau, si vous voulez. Voilà. Mais sur ensuite la question de l'intérim médical, c'est un vrai problème. Alors justement, je lisais là le bouquin des deux journalistes là qui ont travaillé sur les accouchements en France. Alors eux, ils avaient une donnée de la Haute Autorité de Santé qui disait que sur la survenue sur 133 événements graves dans des hôpitaux, donc souvent avec notamment qui peut entraîner la mort, il y en avait 43 qui pouvaient être que dans les observations de la Haute Autorité de Santé. Donc, sur 43 133, il disait que potentiellement la présence d'un personnel non habitué au service pouvait en être responsable. Et donc ça veut dire aujourd'hui que si vous avez des intérimaires qui arrivent dans le service, qui connaissent pas le service, ça peut déstabiliser les services. Et la question, bon là où c'est très juste, hein, c'est la question alors, on dira offre et demande, on pourra dire aussi rapport de force, comme ça tout le monde peut le lire dans chaque langue. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette question-là et c'était voulu hein, de toute façon quand l'ordre des médecins, parce que bon. Et à un moment donné, c'était aussi leur volonté. Le numerus clausus, il avait aussi poussé par les médecins eux-mêmes qui disaient qu'ils voulaient moins de concurrence. Et bien aujourd'hui, on arrive au moment où on a moins de concurrence et que du coup, ils ont un rapport de force qui est très très fort. Et donc, du coup, ils peuvent demander n'importe quelle somme. Il y a une loi de régulation de l'intérim qui a existé.
la loi Rist, qui est déposée par une députée de la majorité. Alors j'ai lu aussi dans le bouquin, mais alors j'arrive, hein, donc franchement j'ai lu ce week-end, donc je peux pas en dire beaucoup plus. Qu'apparemment, il y a quand même eux de ce qu'ils notent, c'est qu'apparemment la Cour des comptes elle-même dit que la loi manque son cœur de cible, parce qu'en fait il y a beaucoup de contrats, elle a permis des exceptions. Du coup tout le monde fait l'exception. Je crois que l'exception c'est en gros quand tu manques beaucoup de médecins, bon, bah, beaucoup de toute façon en gros ils le font. À creuser. Là maintenant je le dis avec beaucoup de guillemets. Il y a quand même un autre sujet sur l'intérim aussi médical, c'est que par exemple pour les infirmières. Moi, je m'interroge parce qu'aujourd'hui, c'est pas le même sujet. C'est pas le même sujet de rapport de force. Mais un peu, parce que dans les services, il manque d'infirmières. Donc, du coup, quand tu es infirmière, tu peux avoir d'intérim facilement. Mais pourtant, moi, les infirmières que j'ai rencontrées qui ont fait de l'intérim, c'était assez rarement pour faire des gros billets. C'était plutôt parce qu'elles disaient, mais en fait, quand j'étais dans le service, je me faisais rappeler sur mes congés. Je me faisais déstabiliser mon planning. Aujourd'hui, aujourd'hui, elles disent, bon, ben maintenant, je décide de quand je vais travailler, etc. Ce qui est, elles le savent, ça rend les choses très compliquées pour le service en lui-même, parce que vous avez quelqu'un qui est fait de service en service. Mais il faut s'interroger aussi sur les causes de l'intérim. Pourquoi il y en a autant qui sont partis faire de l'intérim? Et pour les infirmières que j'ai rencontrés en tout cas, la plupart, c'est parce que, alors que c'était un métier qui était stable, etc., comme je vous disais, se disent qu'aujourd'hui, elles préfèrent faire de l'intérim parce qu'elles se sentent plus libres. Et en fait, elles ont l'impression de mieux concilier en tout cas leur travail, leur vie privée, et aussi d'être bienveillantes parce qu'elles sont plus reposées quand elles font le travail. Ça montre que, oui, les motivations, il a raison, c'est à la fois l'argent quand même, dans la vie, et aussi le sens qu'on donne, c'est vrai, ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je ne sais pas si faut pas qu'on finisse trop tard non plus, on en prend quelques-unes, 2 dernières. Ouais. Enfin, si ça vous va, moi, c'est pas moi qui fais les règles, hein, mais c'était juste parce que je vois qu'il est déjà 35. Je t'en prie. Allez-y. Mortalité. Vous pensez que les gens sont plus rassurés quand ils vont à l'hôpital que quand ils voient un médecin en ville, c'est ça? Oui, c'est Ils ne devraient pas. Enfin, je ne dis pas qu'ils ne doivent pas être rassurés d'aller à l'hôpital, mais en fait... Je parle pour une consultation. Pardon? Je parle pour une consultation, pas pour une urgence. Oui, pour une consultation. Oui, alors c'est parfois vrai pour certaines pathologies, effectivement, des pathologies rares, très compliquées. Il vaut mieux aller voir quelqu'un qui ne fait que ça. Oui, une maladie rare, par exemple. Nous, on a des pathologies, de maladies qu'on appelle de Marfan, qui sont des pathologies. Comment? Oui, pas besoin de l'exemple. Oui. Mais vous savez, le système est ainsi fait qu'il faudrait que chaque personne soit à sa place. On soigne très bien un diabète en ville. Mais je suis aussi persuadé que des infirmières de ville pourraient tout à fait suivre un diabète et qu'on n'a pas besoin d'un médecin. Il y a une modification considérable de la médecine si on la fait bien avec les objets connectés qui vont arriver. L'intelligence artificielle qui va vous développer des modèles avec des avatars. Là, il y a des choses qui peuvent complètement bouleverser les choses. Et je pense que le médecin aujourd'hui, enfin le médecin de demain ne devra pas faire la même médecine. Peut-être l'infirmière devra-t-elle faire ce qu'un certain nombre de médecins faisaient jusqu'ici. Et il faut qu'on repartage les tâches. Oui, ce que je dis, du coup, il faut déjà une autorisation des hôpitaux en général, par exemple, pour les cas d'IVG, les infirmières qui veulent faire une thèse ou d'autres, il faut qu'il y ait une autorisation de l'hôpital. Un niveau départemental, c'est qui prend du temps, il faut toujours se aider, éviter les risques de saignement, d'intervention particulière, d'autres. Très bien. Pour revenir sur le thème, parce que le problème de l'hôpital, c'est pas justement la médecine de vie, c'est-à-dire que dans Seine-Saint-Denis, pour avoir un médecin, c'est compliqué, on en parle pourtant. Ah oui, bien sûr. Mais vous savez, monsieur, et vous avez raison, la dysfonction de l'hôpital, et particulièrement des urgences, qui est l'interaction, est le symptôme, c'est le symptôme d'une dysfonction du système en général.
Bien sûr, vous avez absolument raison. Et vous savez, vous dites Seine-Saint-Denis, j'ai pas de médecin. Mais en fait, la France est un désert médical. Donc, je suis dans le 15e arrondissement, hein, Paris 15e, l'hôpital Pompidou où je travaille. Quelle est la médiane d'âge, à votre avis, d'un médecin généraliste qui travaille dans le quartier? À votre avis? La médiane d'âge. Donc, autant de médecins plus âgés et moins âgés. Ouais, 62. 62 ans. La moitié des médecins dans le 15e arrondissement ont plus de 62 ans. À votre avis, dans 15 ans, ils sont où? Alors, il y a 3 médecins de plus de 95 ans qui travaillent, le Conseil de l'Ordre a dit en France. Donc, c'est un espoir pour nous tous. Ça, c'est fini. On ne peut pas de soins pour les élèves. Oui, absolument. Trouver un médecin, ne serait-ce que pour les lunettes, lire, Mais bien sûr. c'est compliqué. Mais monsieur, Parce que les élèves ne peuvent pas lire parce qu'ils n'ont pas de lunettes. Mais oui. Alors, ils sont malades, il n'y a pas de soins, il y a des dyslexie, il n'y a pas de soins. bien sûr. Voilà, nous, la médecine défaillante. Le seul, quand c'est même Excel, les élèves qui dorment à la rue, ils envoient à l'hôpital parce que c'est la salle d'attente des urgences, c'est le seul endroit où ils vont pouvoir passer la nuit au chaud. Absolument. Mais nous, c'est pour ça que la première des conditions, c'est qu'il faut augmenter massivement le nombre de professionnels. Massivement. Je pense qu'il faut doubler le numéro, il faut le doubler. Pourquoi on ne le fait pas? C'est vrai, pourquoi on ne le fait pas? Aujourd'hui, les doyens vous disent, je ne peux pas former les gens. Bon, voyons pourquoi. Et ils nous disent, c'est très intéressant, vous savez que la médecine, ça s'apprend dans les amphithéâtres, mais ça s'apprend aussi sur le terrain, à l'hôpital. Et ils nous disent, il n'y a pas suffisamment de terrains de stage. Les terrains de stage, c'est quoi? C'est les stages à l'hôpital, etc. Mais dans ces cas-là, envoyons des étudiants dans les EHPAD, en médecine de ville, dans les cliniques privées, en médecine scolaire. Vous voyez, en fait, des terrains de stage, il y en a beaucoup, beaucoup. Sauf qu'on a un système qui est très, à la fois hospitalo-centré, on peut apprendre la médecine qu'à l'hôpital, alors qu'il faut l'apprendre partout. Donc on doublerait, triplerait les terrains de stage. Et c'est une médecine, en plus, on a un système non seulement très hospitalo-centré, mais très universitariso-centré. Il y a des hôpitaux qui n'ont pas d'externes, les étudiants en médecine. Donc les terrains de stage, on en a beaucoup. Sauf qu'on ne va pas les chercher parce qu'on ne veut pas les retirer des CHU. J'ai grandi dans une ville de Seine-Saint-Denis, même, on avait des centres municipaux de santé. Une ville communiste, il y avait la ville, toujours, on était des centres. Sauf que les collectivités, elles sont aussi exsangues. Et que pas non plus de médecins pour venir travailler dans les Vous voyez qu'on est devenu un pays pauvre. Donc, c'est pas que les pauvres, c'est qu'on a appris ces musculations. Ouais. Pas moins riche qu'avant. Bah ouais, on est moins riche qu'avant. Riche qu'avant, mais on peut faire des choses différentes. Je veux dire, regardez le PIB par habitant. Bon, vous vérifierez, hein, je ne vous les raconte pas. Le PIB par habitant, c'est le critère de la richesse d'une nation. Le PIB par habitant en 1980, il y en a beaucoup qui n'étaient pas nés là, nous étions quasiment pareil France-États-Unis. Aujourd'hui, c'est 2 fois plus. On est pauvre. La question de l'appauvrissement général du pays fait qu'à un moment, il faut ouvrir les yeux. On a ce sujet qui est majeur. Et jusque-là, qui nous ont ramenés donc, dans cette situation. Après, quand même. non mais pourquoi on y est arrivé? Ça, c'est un grand débat. Mais Peut-être dernière question. Moi, c'est pas pour vous censurer, hein, c'est juste que j'ai moi le quart et je me dis qu'il faut que je retourne en séance après, du coup, à l'Assemblée. Tu vas travailler? Ouais, ce soir, je dois y retourner. Ouais. Il y a des gens sérieux. Hein. Moi, je rentre chez moi. Ouais. Sur le fait que vous voyez de l'administration Qui nous prend du temps. oui, par exemple, supprimer quel poste? Moi, je travaille avec des élèves à l'hôpital, justement. J'ai fait archiviste, j'ai fait secrétaire et j'ai fait les voyages. Je vois pas vraiment quel poste on peut supprimer pour plus de soignants. Parce que tous les postes sont un petit peu nécessaires. En réalité, ce que vous dites est tout à fait vrai. Ce qui est tout à fait vrai, c'est que les gens sont sérieux, en fait. Ils ne sont pas payés à rien faire. Ils sont sérieux et ils créent eux-mêmes la nécessité de leur poste. Vous voyez, les gens inventent. Et c'est d'ailleurs le drame. C'est quand vous avez un directeur ou un sous-directeur qui est nommé. En fait, il va inventer des groupes de travail qu'il va créer. Et donc, il va nous demander d'y participer. Et en fait, c'est de l'auto... pas gestion, mais c'est de l'auto-génération.
Donc, comment on fait? Je crois qu'une des solutions, c'est le micromanagement. Je pense que nos hôpitaux sont trop gros. Comme ils sont trop gros, il n'y a plus de pilotes. Moi, je crois à la vertu du small is beautiful. J'ai été maire d'une commune de 30 000 habitants. Ça paraît gros, mais en fait, c'est une commune plutôt de taille moyenne. À 30 000 habitants, moi, je gérais les services. Enfin, j'étais... chaque ligne du budget, je les épluchais. C'est un micromanagement. Quand vous êtes maire de Paris, vous n'avez pas la possibilité de faire ça. À l'hôpital, c'est pareil. Nos hôpitaux sont trop gros. Et donc, du coup, il y a toujours des tâches à inventer. Voyez. Donc, quoi supprimer? Ça dépend probablement, ça dépend des hôpitaux. Voilà. Mais il y a des services qui se sont hypertrophiés. Merci beaucoup. Merci infiniment de vos invitations. C'est narcotrafic, mais de toute façon, moi, je m'étais mis d'obligation. Ouais, juste une page de pub, du coup, parce qu'on a ramené le bouquin qu'on met en vente, vous pouvez acheter par carte bleue à 6 €. Je ne touche pas 1 € dessus, c'est pour ça que je me permets de faire la page de pub. Oui, il est plus cher. Ça va, non, mais surtout que tu l'as pas là du coup en vente, mais n'hésitez pas à acheter le bouquin de Philippe aussi. Mais du coup, voilà, on vend le bouquin à 6 €, l'argent va chez l'éditeur et on va l'en donner à des collectifs de soignants, mais on ne sait pas encore comment on se débrouille pour le faire, c'est juste que je ne prends pas 1 € sur cette publicité. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil en vérité. Merci à vous tous. Quand même, c'est le plus essentiel, merci.